frais, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Merci, ça. Ah, attendez, j'allume un feu. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel, autour duquel on s'est un peu ennuyé, on va pas se mentir, mais bon, j'y reviendrai. Aïe, compagnon, grand poil et Zéphiriel. Aïe, vous deux. Ils sont en train de manger, bon appétit. Ils sont, non, mais non, moi j'ai fini. Hein. Bienvenue dans ce 25e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on continue la partie 2, toujours. J'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'on est sur la partie 2, de Magie et Cristal. Et on lit les chapitres 7 et 8. Je crois que dans ma version, ça faisait à peine 60 pages. Donc on va aller plutôt vite. Mais on commence comme d'habitude par les commentaires. Et en premier, j'avais refait un sondage sur Spotify parce qu'on s'était posé la question la dernière fois de insomnie avant ou après la tour sombre. Comment ça passe si on a ou pas les rêves de la tour sombre. Et donc j'avais demandé, peut-on lire Insomnie sans avoir lu La Tour Sombre? Et on a eu 100% de oui. Ah, j'ai vu, tu mets les commentaires sur notre chaîne, je me suis fait rouler dessus voir tout le monde. J'ai l'impression. Après, ouais, je vais les lire, les commentaires. Après, t'as le droit de ne pas avoir apprécié le bouquin plus, en dehors des connexions avec La Tour Sombre, ça c'est pas un souci. Moi, la question sur Spotify, c'était uniquement peut-on. Ça veut pas dire est-ce que c'est bien, est-ce qu'on y perd quelque chose. C'est vraiment oui, on peut. En soi, ça veut dire que on comprend quelque chose de l'histoire d'Insomnie sans avoir lu La Tour Sombre. Après, j'ai pas dit est-ce que vous pensez que c'est mieux de l'avoir lu avant. C'est pas la même chose, oui, tu vois. Et toi, c'était plutôt ça ton sujet. En fait, c'est marrant parce que peut-on lire Insomnie après La Tour Sombre? Bah oui, je peux faire ce que je veux. Si je peux toujours le lire après. Hein, j'ai toujours le choix. Oui, le libre arbitre, tout à fait. Écoute, ça prouve que nos auditeuristes sont pour leur libre arbitre. Ils peuvent le lire avant s'ils le veulent. Je pourrais reformuler la question pour la prochaine fois. C'est marrant. Mais du coup, non, c'est vrai que les commentaires, il y en a qui étaient de mémoire, il y en a qui étaient un peu en mode ah bah oui, bien sûr que tu veux, c'est trop bien. J'ai eu l'impression que c'était un peu à charge de temps en temps, mais c'est trop drôle. En vrai, pas moi qui ai répondu. J'ai trop adoré. Ouais. Oui, parce qu'on a San Kuka qui nous dit perso, j'ai lu Insomnie avant La Tour Sombre et j'ai adoré. J'aime vraiment ce livre. Ensuite, je l'ai relu. Ensuite, je l'ai relu après La Tour et là, j'ai encore plus kiffé en mode mais non. Bref, vous m'avez donné envie de le relire une 3e fois. C'est un gros pavé quand même, mais tant mieux. Tant mieux. Moi, tant qu'on vous fait lire du King, ça me va. On a De Vos qui disait à l'époque où j'ai lu Insomnie, seuls les 3 premiers tomes de La Tour étaient sortis. Il y a aussi ce truc-là où les autres King permettaient d'attendre entre eux de sortie de La Tour. Du coup, quel pied de se replonger dans cet univers et de glaner des infos et pistes sur la suite au roman. À lire avant, en majuscule, La Tour Sombre, ou du moins avant les tomes 6 et 7. Merci le Catel. C'est celui-là qui m'a fait dire avant. Oui, c'est les majuscules. C'est les majuscules en disant mais t'es fou, bien sûr il faut le lire avant. Oui, bon d'accord, moi j'ai pas. C'était trop drôle. Je me souvenais pas qu'il était sorti après les 3 premiers tomes de La Tour Sombre. Parce que du coup, la connexion avec Patrick avec Danville, là, elle est vraiment très très lointaine. On l'a pas avant 5 tomes, enfin 4 tomes de la tour, quoi. Alors attends, il disait qu'il l'avait lu. Ouais, il l'avait lu. Seuls les 3 premiers tomes étaient sortis. Attends, je vais aller vérifier. C'est-à-dire que Magie Cristal, il n'est pas encore sorti. C'est-à-dire King savait déjà comment la fin allait se passer. Hein. Ce qui n'est pas habituel chez King, rappelons-le. Insomnie est sorti, en effet, après Terre perdue, et bien avant Magie et Cristal. Ah ouais, rappelons l'enchaînement. Désolation, les régulateurs Magie et Cristal. C'est vraiment là, on est full, wesh, on voyage entre les mondes. Ouais, il y a différents étages de la tour. Il était vraiment en train de préparer la suite. Ce qui est marrant, parce qu'après le tome 4, il a arrêté d'écrire quand même jusqu'à ce qu'il ait son accident. Donc, bon, après, Magie et Cristal, c'est 97, il a l'accident en 99. C'est pas si loin. Il était déjà dans de la suite, mais ouais, clairement. Insomnie, t'as dit quelle date, pardon, du coup? Insomnie, la date 94. Ah, quand même. 97, Magie et Cristal, et 91, Terre perdue. Après, c'est un gros pavé, donc il a passé du temps dessus, donc il avait tout en tête. Ouais, clairement, il était clairement dans la tour, quoi. C'est incroyable. Pour faire un peu l'historique des parutions entre les 2 tomes, entre le tome 3 et le tome 4, on a donc Terre perdue en 91. Après, on a des petites nouvelles. On a Jessie en 92, Dolores Claiborne en 92, une nouvelle, 2 nouvelles, un recueil de nouvelles, Rêves et cauchemars, une nouvelle, Insomnie en 94, Rose Madder en 94, une nouvelle, La Ligne Verte en 96, Désolation, les régulateurs en 96 aussi, et Magie et Cristal en 97. C'est un délire
En fait, c'est marrant parce que aussi quand on voit les nouvelles qui sont publiées entre les deux, en fait, l'homme au costume noir, le gars, il est pas... Ah bon. Il sort de Luria. Non mais c'est ça. il y a des trucs. Oui, non, c'est genre déjeuner au Gotham Café. C'est full la tour sombre. C'est vraiment toutes les nouvelles. Elles sont en plus un peu dans ce mood-là. Donc après c'est habituel chez King. Il n'y a pas de surprise, mais c'est marrant à reconstater. Ouais, clairement, c'est ouf. Sur cette histoire toujours d'insomnie, on a Anne-Sophie qui nous livre aussi son expérience et qui nous dit « J'ai adoré ce livre, j'ai beaucoup aimé l'histoire et été très touchée par le personnage de Ralph et j'ai adoré, en majuscule, tout ce qui touchait aux auras, à l'intentionnel, à l'aléatoire, aux allusions mythologiques avec Atropos, Lachesis et Clotho. J'ai senti, entre guillemets, sans les comprendre, les connexions avec la tour. J'ai bien compris que j'allais revoir Patrick Danville, que l'un de ses dessins représentait Roland, et c'est la lecture d'Insomnie qui m'a convaincu de lire le cycle juste après, car je voulais comprendre tout ça. Donc merci Insomnie. Ah ça c'est marrant. Du coup, devrais-je relire Insomnie maintenant, sachant que je l'ai lu en avril dernier. Promis, je ne vous dérange plus, machin. Oui, parce qu'elle a beaucoup écrit, mais j'ai mis le reste des commentaires après, parce que je voulais finir sur Insomnie. En vrai, s'il a été lu en avril dernier, je trouve qu'il est assez frais dans sa tête. Je pense qu'il n'y a pas besoin spécialement. Vous savez pas encore comment ça s'appelle les bouquins. Alors moi, si je relis les livres parce que je m'en souviens pas, en vrai, je lis d'une année sur l'autre, je lis les mêmes bouquins. Donc, je tourne avec le même pool d'une centaine de romans, et voilà, tous les ans, je relis. Un peu comme Grand Poil avec Dune, tu vois. Ça va. Tous les ans, on relit. C'est parce que j'aime bien que je fais ça. Je comprends pas. Bref. Kevin Hortberger nous a dit « Ah, il pistolero. J'arrive juste pour revenir sur le fait qu'Emily suggère qu'Eddie vienne du monde clé. Je suis actuellement sur le dernier tome du cycle et pour moi, Eddie ne vient pas du monde clé car, je crois que c'est dans le champ de Susanna, on apprend que le quartier d'Eddie n'est pas situé dans le même New York. Dans un monde, c'est à Brooklyn et dans un autre, c'est dans le Bronx, je crois. Merci pour ce que vous faites, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Oui, il y avait une histoire comme ça, c'est vrai. Ouais, je crois qu'on va conclure à la fin du cycle que personne ne vient du monde clé. Mais en fait. Pour moi, je pense pas non plus. Je pense qu'il n'y a pas spécialement de lien direct avec le monde clé entre le cathète. Là, je l'ai pas raccroché, mais il faut regarder sur la graphique, la timeline de tout, de l'Oposter. Je crois qu'il y a marqué. Il y a marqué, tu l'as pas raccroché vers ton. Ouais, oui, en fait, je crois que c'est noté en fait. Qui vient de quel monde en fait? Parce qu'il y a le K-World et du coup il y a personne qui en vient à part Stephen King, je crois. Du coup, il faudrait regarder là-dessus. Je vérifie. Elle est derrière là-bas, mais elle est pas raccrochée. Elle est sous mes yeux. Keyworld, où est-ce qu'on a ça? Midworld, Todash, machin, Keystone World, Stephen Edwin King, ça c'est sûr, Calvin Tower, Jack Andolini, Aaron Dipno. Ouais. Et pas le cathète, hein. Les autres ils viennent ils sont dans une autre timeline. Callan, c'est non. Le mec, toujours remuer le couteau dans la plaie. Il vient pas du monde. Mais à quoi il sert? C'est dur. Ça me brise le cœur à chaque fois. De quelle couleur elles sont les timelines de Jake et tout? Où est-ce qu'ils arrivent? Elle est tellement compliquée cette truc-là. J'ai pas l'impression qu'ils viennent du Keystone World en effet. Non, du coup en fait j'y pense plus parce que je l'ai pas raccroché, mais non, je crois que la truc a été là. Après la personne qui l'a faite a pas la science infuse non plus, hein, mais. Non, mais c'est un truc. Non, en effet, ils sont Susanna, Eddie et membres de Jack. Et c'est marrant parce que, en fait, c'est Susanna, Eddie and Jack's World avec un S entre parenthèses à World. C'est-à-dire, on sait pas trop s'ils viennent eux-mêmes du même monde ou pas, mais en tout cas, c'est un monde à part de Keystone World, donc du monde clé, et un monde à part de celui de Callan. Callan, il est solo. C'est America's Callan, quoi. Il est solo dans son monde qui vient de là. Ouais. Et après, il change. Ouais, en fait, je pense qu'il y a des répercussions dans tous les mondes, quoi qu'il arrive. Dans tous les étages. Oui, bien sûr. Comment tu le disais, le millefeuille, le machin. Mais effectivement, ouais. Ok, en fait, intéressant. Dans le multivers, ce serait tellement incroyable que ça vienne vraiment à chaque fois du même monde, tu vois. C'est lancer un dé 1 million et il fait 2-3 fois le même chiffre, quoi. Oui, c'est ça. Donc, Anne-Sophie, qui en effet a fait des commentaires, mais qui a enfin réussi à tout écouter, c'est-à-dire qu'elle a écouté quand même une 20aine d'épisodes en 2 mois. C'est aussi... C'est pas mal, c'est un beau score. Qui dit, je reviens sur le commentaire de Zéphiriel, qui n'est pas OK avec le fait que la tour est sauvée après le sacrifice de Jake. En fait, c'est pas moi qui le dis, mais Marian, la fille de Pop Moses, quand elle reçoit Roland dans les bureaux de la Ted Corporation, ou Corporation, avec la nièce d'Aaron Dipno et Pop Moses himself.
C'est là qu'on comprend que sauver la tour n'a jamais été la quête de Roland, mais une nécessité pour atteindre son but, qui est de monter au sommet de la tour et découvrir ce qu'il y a dans l'ultime pièce. C'est la tour qui l'obsède et non la survie des mondes. Il le dit lui-même dans le passage que j'ai retrouvé, tome 7. Ah oui, c'est ça, c'était la photo qui accompagnait le commentaire. Donc bien sûr, comme le disait Fyriel, que Roland a encore plein d'aventures à vivre pour aller au bout de sa quête, qui est juste de rejoindre le sommet de la tour. Au fond, le roi cramoisi, Roland s'en tape, il n'est qu'un obstacle, d'où un combat décevant qui n'a rien d'épique, quoi, ça on en avait reparlé. Le véritable ennemi de Roland, c'est son obsession pour la tour, c'est lui-même. Ça oui. Mais de mémoire, du coup, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, mais on détourne un tout petit peu le débat, parce que le débat de base, c'était pas de savoir quand était sauvée la tour, mais pourquoi Roland revenait à ce point précis du désert. Il y avait les deux. On avait discuté. Il y avait les deux. Oui, il y a eu les deux. D'accord. En effet. Ça, le fait que sauver la tour, c'était jamais sa quête, c'est assez clair depuis le début. Ouais, je me en suis tout cas, un peu pour nous, positionné dans le contre podcast, ça, mais je me réécoute, mais. En fait, non, je pense que t'avais plus fait de la sémantique sur le fait que la tour est sauvée après le sacrifice de Jake, sous-entendu. En fait, que c'était un raccourci de dire parce que Jake est mort, Stephen King est sauvé, donc le cycle continue. Je crois que c'était plutôt un truc comme ça et que ça se trouve que si Jake ne s'était pas sacrifié, en fait, il y aurait quand même eu autre chose. D'accord, enfin, oui, je faisais c'est pas sémantique, c'est je détourne un tout petit peu le truc en disant c'est pas la mort de Jack qui fait que, c'est que Stephen King soit sauvé. En fait, il aurait été sauvé d'une autre manière, ça aurait été quand même ça. C'est plus. C'était ça. C'est pas. T'étais d'accord avec le fond, c'était plus les raccourcis qu'on peut faire. La cause, c'est pas la mort de Jack, c'est le fait que Stephen soit sauvé. Oui, Pour moi, c'est tout petit peu différent, même si sur le fond, c'est la même action, je suis d'accord. Ouais. C'est comme si tu dis à Magic, c'est pas le même stack, ça marche pas. Ça se résout dans un ordre précis. Oh là là, mais moi je vais inviter une 4e personne pour avoir quelqu'un avec qui j'ai des rêves. Parce que Battlestar Galactica, Star Wars, Magic. Battlestar Galactica, je suis sûr que ça te plairait. Je comprends pas que tu l'aies pas toujours vu. Arrêtez. T'as un mois jusqu'au prochain épisode. Bah ouais, t'as le temps. Franchement, t'as le temps. Et ça se fait bien. Hein. C'est tellement... 2 téléfilms, 3 saisons. Alors vous faites le montage et le résumé, et moi je regarde Battlestar Galactica. Fais un mois de vacances et on fait ça et tu regardes les yeux. Ah bah surtout là, en termes de timing au boulot, un mois de vacances, je suis nickel. Je prends tous les anticorps possibles pour pas être malade, sinon mon projet il plante. J'ai pas de vacances. Donc Anne-Sophie continue, sinon je confirme que Roland apprend tout ce qui s'est passé à Mégis dans la boule rose qu'il consulte entre guillemets 3 fois. Une fois pour voir Suzanne flamboyer sur son bûcher, une fois pour voir tous les éléments qu'il n'a pas pu vivre, d'où le point de vue omniscient de son récit quand il le raconte à son cathète actuel, et une fois où il apprend que sa mère va tuer son père sous l'influence de Martens, s'il ne l'en empêche pas. Trop bien. Merci à lui, mais du coup, c'est quand on arrivera au tome 7, sûrement qu'on redira tout ça sans te citer, parce que tu l'auras déjà dit, on l'aura déjà dit ici. Anne-Sophie, oui, n'hésite pas. N'hésite pas à spammer du coup les réseaux sociaux du roi Steven, c'est Grand Poil qui est derrière et il nous transmet tout comme c'est ça. Et sinon, je vous ai déjà dit que vous étiez géniaux et que vous écoutez était aussi délectable que briser des rayons. Je sais pas comment le prendre. C'est 50-50. Ça dépend de quel point de vue. C'est bien. Non, moi j'aime bien, cette ref, elle est bien. Délectable de briser des rayons. Ouais, c'est ce qu'ils disent quand ils le font en disant c'est trop bien de le faire. On le fait parce que c'est trop bien de le faire, donc je comprends. Oui, c'est vrai. On n'est pas. Imagine que chaque podcast qu'on fait brise un peu un rayon. Est-ce qu'on arrêterait de le faire ? Non. Oh non, c'est bon, c'est fichu là, tu vois. C'est comme les trucs que je recycle pas, je me dis en me disant merde. C'est exactement pareil. Je suis à un moment donné, je peux pas faire tous les efforts, les gars. Je suis quasiment végane. Ça là, non, hop, poubelle normale. Et on a Stéphane Devos qui nous dit « Hello, j'ai écouté le dernier podcast sur la Tour Sombre. À un moment, il y a la ref de Guignol et Niafron. Et la ref en anglais, Pinch and Jelly, était un peu obscure. En effet, on avait cherché, on l'avait pas trouvé. En fait, je crois que c'est un clin d'œil à Punch and Judy des Guignols à l'anglaise et qui était un show de télé-jeunesse. Voilou. Je pense en effet que c'est ça. Et il nous a joint une photo. C'est creepy. Je trouve les... C'est pour ça que les noms en français étaient probablement déformés aussi. Oui. Ouais. Oui. Alors, creepy, je rappelle qu'on a fait le téléchat. Ouais. Oui, l'enfer, téléchat. L'enfer, hein. C'est ma soeur qui regardait parce que j'étais un peu trop jeune. Téléphone avec des gros yeux. J'ai pas un très bon souvenir de téléchat. Non, mais comme les Gremlins, moi, je comprends pas. Je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast-là. Je ne comprends pas les Gremlins. Vraiment, C'est trop bien. Trop bien, les Gremlins. C'est pas que c'est pas bien, c'est que mais je l'ai pas encore regardé avec mes petit animal enfants, qu'on essaye de nous vendre comme mignon, il est pas mignon. Non. Le Gizmo ?
Ah, bien sûr que non. Tu peux tout faire. Tu peux tuer ma mère, t'insultes pas Gizmo. Ta mère est déjà morte. Oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Je le sais. Oui, mais les gens, ils le savent pas. Ouais, non, c'est bon. Tu vas faire comme Adrien Méniel qui sort toujours la carte de « Oui, mais mes parents, ils sont morts. » D'accord. Ok, du coup, Zéphiriel, vu que tu parles, est-ce que tu as un Previously On pour nous? Après l'arrivée à Mégis et leurs nouvelles installations au bar K de mémoire, nos 3 jeunes héros font une entrée remarquée au banquet de Monsieur le maire avec une Suzanne resplendissante, une femme du maire haineuse et un Roland plus connard que d'habitude. Il fallait le faire. Puis, ah oui, t'es vraiment salé. Nous faisons connaissance de Chémy, incroyable personnage qui va, malgré lui, créer la rumeur de la plus grande queue-leu-leu de cette région. Queue-leu-leu, c'est bizarre à écrire et du coup c'est encore plus bizarre à lire. Ah oui. Surtout quand tu t'en souviens pas, on dirait. C'est vrai que c'est une queue-leu-leu. Je sais pas si je l'ai bien écrit en fait. En plus, vu l'heure et l'endroit où ils le font, c'est grave une queue-leu-leu de fin de mariage, quoi. Ils sont en limite à la soupe aux choux et queue-leu-leu. Je l'ai bien écrit. Et on va réveiller les mariés. Ça dit n'importe quoi, okay. Les résumés de. À la fin du tome 7, je fais un sketch à chaque fois, avec des voix et tout, je pense. Et du coup, c'est fini. C'est fini quoi? Ton Previously On. Après la queue-leu, il n'y a plus rien. Ok. Oui, c'est vrai, exact. Non, parce qu'en même temps, j'étais en train de chercher, parce que tu parlais de l'incroyable Chémy, et en effet, j'adore le personnage de Chémy. Ouais. Et il me fait penser à Tom Cullen dans Le Fléau. Je retrouvais plus son nom. Celui qui dit... Il y a un petit peu de ça. C'est le simple et gentil. C'est un peu un bêta, quoi. Bah ouais. Ouais, il fait penser, mais c'est pas du tout le même truc. Tom Cullen, il est juste... c'est la clé dans le sens... RF arrive pas à le lire, du coup, il peut pas savoir qu'il est là, tu vois. C'est ça qui est gênant, en fait, pour lui. Et c'est ça qui met la fin à son plan. Là, Chémy, en fait, je dis qu'il est incroyable, mais parce que je foresight la fin. En vrai, à ce moment-là, Chémy, il est juste... Là, il devient cool parce que dans ce qu'on va lire là, on comprend qu'il est... En fait, qu'il a des difficultés socialement et certainement aussi mentalement sur certains spectres que je connais pas du tout et je m'avancerai pas là-dessus, mais où il a quand même un minimum de jugeote et de recul sur les situations, où il arrive à savoir aussi dans quel camp il est et à qui il peut mentir et comment un peu leur mentir. Donc il a au moins cet aspect-là qui là est intéressant là-dedans, où on commence à se dire ok, en fait, il n'est pas juste bêta, comme on a pu le voir juste au chapitre précédent, au moment de la queue-leu-leu. Il est aussi, a priori, un bon allié et plutôt fiable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas ça qui en fait un personnage formidable maintenant, en fait. C'est que c'est un personnage un peu bêta qu'on apprécie parce qu'il est gentil et que il est touchant aussi. Il est touchant. Voilà, on se sent tout de suite pris de pitié pour lui en fait, et du coup on a envie qu'il s'en sorte bien, on a envie d'être gentil avec lui. C'est ça que je veux dire. Et en fait, je foresight la fin où il est incroyable parce que c'est lui qui sauve tout en fait. C'est la clé de tout, toute la fin et c'est ça qui est que je trouve incroyable. Comme Tom Cullen dans Le Fléau. C'est lui qui a la clé parce que c'est lui. Oui, mais il a pas vraiment de pouvoir, Tom Cullen. Non. Ce qu'il y a, c'est que Chémy là, il est son histoire, elle est incroyable parce que quand en fait, il a un effet de balancier qui est dingue. C'est que là, tu le vois, tu dis, ok, il est cool. J'ai pas envie qu'il lui arrive des trucs mal parce que c'est un gentil bêta et qu'on a envie on est empathique. Et quand tu le revois dans le tome 6 ou 7, 6, c'est après les Blue Akala. Les briseurs, c'est dans Chanchizana. C'est dans Chanchizana. T'es surpris de le revoir. 2, t'es surpris de voir que c'est un briseur, qu'il a des pouvoirs de ouf. Qui peut créer des timelines, qui peut ouvrir des portails sur d'autres timelines et tout. Et du coup, cet aspect-là, pour moi, il a été ma boule. Waouh, c'est incroyable, il est fou. Et en plus, on dirait Elisabeth dans BioShock Infinite, quoi. Tu vois, le gars, il ouvre des portes, il ouvre des portails, quoi. C'est incroyable. Grand-Paul, t'as cette rêve? Oui. Jouer à BioShock Infinite, c'est un des meilleurs BioShock du monde. C'est le deuxième meilleur BioShock après le premier, quoi. Ça te plairait probablement aussi. Ouais, mais ambiance steampunk, vraiment, ce serait. Pas Infinite. Je suis pas sûr. Pas Infinite. C'est pas steampunk du tout. Oh, si, quand même. Oui, pardon. Oui, c'est plus lumineux que. C'est plus lumineux, mais ça reste. Il y a du cuivre partout. C'est vrai. C'est plus art déco. Oui, pardon, excusez-moi. Très bien, deuxième partie toujours, Suzanne. Moi, je vous laisse finir de mettez discuter. dans les commentaires si vous comprenez. Bref, là, on a l'impression du coup d'être
méchant. Non, parce que on se sent seul et jugé par Émilie, là. C'est un peu ça, en fait. Non, moi j'attends. En fait, moi je me sens bête parce que j'ai jamais vos rêves et je me dis, bon, en fait, je suis juste un culte. Mais non, c'est juste tout, que j'ai sans doute des rêves que vous avez pas, mais vu que je suis pas du genre à dropper des rêves dans tous les sens, est-ce à dire qu'on fait trop ça, du coup ? Non. D'accord. Non, c'est juste moi qui le fais pas. En plus, vous faites des connexions assez naturelles entre des choses que vous avez lues, vues et tout. Moi, les choses, elles ont tendance un peu à rester dans leur case, à pas faire des connexions naturellement. Et donc, du coup, je suis toujours un petit peu en mode, moi, je vais pas vos rêves, clairement, à tous les deux, ça on en a déjà parlé. Et deux, les rêves que j'ai, je les fais pas forcément. Et en plus, il y a des choses où je sais que vous les aurez pas forcément. Donc, oui, mais c'est pas grave, on apprend. Ça vient complètement on de moi, est aussi là pour, on apprendrait des choses. Ça vient complètement de moi. Bah, on a envie. Et en plus, tu dis ça, mais quand on discute, je sais très bien que tu donnes des rêves et que tu me donnes envie de faire des trucs ou de lire des trucs. Enfin, y a pas de. Oui, mais c'est une mécanique de l'esprit que j'ai pas aussi facilement que vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, et ça vient vraiment de moi. Et moi, ça me dérange pas du tout que vous le fassiez. Hein, entendons-nous. Moi, ça me fait rire de jouer, de surjouer un peu ce côté. Bon, bah, j'attends qu'ils finissent de parler et puis je vais pouvoir commencer mon résumé. Et c'est du surjeu. Il y a aucun sujet. Oui, l'idée, c'est pas de mettre à mal. C'est pour ça. Non, au contraire. En plus, moi, j'aime bien parce que là, on prend plus notre temps sur ces épisodes-là. On a parlé la dernière fois des livres qu'on a lus dernièrement et tout, et du coup là ça nous permet aussi, j'ai déjà digressé 50 fois sur The Leftovers ou sur des choses que j'ai envie de citer à chaque fois, et c'est aussi l'occasion pour les personnes qui nous écoutent et pour nous de se dire ok, peut-être que je savais pas quoi regarder comme série, j'ai ça en tête, je vais aller regarder. Genre j'avais commencé à regarder quoi, l'anime Avatar, parce que vous en aviez parlé, je sais plus pourquoi, et j'ai lâché à la fin de la première saison, et j'avais regardé genre aussi Cube, ou je sais plus quoi là, le film, et pareil, je sais plus pourquoi il fallait que je regarde. Juste parce que c'est trop bien. Mais oui, par contre, c'était bien. On est d'accord, c'était bien. Alors, en parlant de The Leftovers, je suis à bientôt à la fin de la saison 5 de Orange is the New Black. Attends, je suis en train de me dire quoi, saison 5 de The Leftovers, mais elle n'existe pas, qu'est-ce qu'il fait ? Non, c'est ça. Non, parce que du coup, j'en ai parlé, je sais plus qui, cette semaine là. Et je me suis dit, du coup, j'avais commencé The Leftovers après. Voilà. Oui. Prépare les mouchoirs. Parfait. Trop bien. Je pense pas. Il a un cœur de pierre. Non, pas du tout, mais je pense pas que ça va me toucher autant que les gens le disent. Bon, en fait, ça dépend si tu fais des trucs devant ou si t'es juste posé devant. C'est une série, en gros, c'est une série, il faut être concentré devant, c'est pas juste une série que tu mets en vue. Regard veut tout concentrer dire. sur des gens qui discutent de leur vie pathétique, si tu veux. Oh là là, le méchant, il commence. Pardon, toi, tu vas être cancel avant la fin de l'année. Ça va, on est le 6 janvier. 2025 pour The Serial. J'ai le temps. Ça peut être rapide. 6 janvier déjà cancel. T'as encore un an pour te rattraper. Bien sûr. Donc, on disait, on est toujours dans la deuxième partie, l'éternelle deuxième partie, qui s'appelle Suzanne. Chapitre 7, sur l'aplomb. Nous voici 3 semaines après le banquet et l'incident au repos des voyageurs. Donc la queue leu en l'occurrence. 3 semaines qui se sont déroulées plutôt calmement, offrant même un très bel été. Suzanne est au nord de la ville et chevauche à pleine vitesse Pylone, un cheval de 2 ans. Elle est visiblement bouleversée à cause d'un événement du matin. Notons quand même Pylone, si rigolo pour un nom. En fait, il y a... Pour un nom de cheval... Oui, qu'il l'a relevé. Ils ont passé 5 minutes sur un pylône électrique. C'est un truc qui est au centre d'onde, qui maintient des forces et tout, qui permet aux gens de vivre. C'est sans doute pas anodin. Et je me dis, c'est un peu tiré par les cheveux, les gars. Ouais, ils ont jamais regardé le nom des chevaux dans les courses épiques, alors. Parce que franchement, les noms, ils sont vraiment, ils sont n'importe quoi. C'est random. C'est assez random. Mais c'est vrai que pylône, pour un cheval, ça a fait... Oui, ça fait un peu étonnant. Après, en même temps, on sait qu'ils ont un héritage technologique un peu chelou dans cette partie-là de l'entre-deux-mondes et qu'il y a peut-être juste des termes qui viennent de là sans même qu'ils s'en rendent compte, en fait. Donc c'est peut-être... Ça se trouve, c'est un gars, un jour, il est venu de notre monde à nous, il y a l'électricité, il a parlé de pylône électrique, personne n'a compris ce qu'il racontait, ils ont juste noté pylône dans leur cahier, et 500 ans plus tard, c'est devenu un prénom, et voilà. Oui, sachant que le cheval de Roland, c'est Flash. Ouais. Et pylône, je rappelle que si tu enlèves toutes les lettres que tu gardes le haut, que tu mets T, O, U, R, ça fait tour. Donc je pense que ça a rien.
Et donc, en parlant de flash, on se retrouve dans un flashback. Ouais. Retour au matin avec tante Corde dans la cuisine qui s'est levée du pied gauche parce qu'elle est toujours sans l'argent promis, puisque Suzanne est toujours vierge à cause de la sorcière du Causse. Elle se lève toujours du pied gauche, hein, quand même, tante Corde. Je pense pas que son pied droit ait touché le sol en premier depuis longtemps. Hein. Oui, mais là, c'est marrant parce que c'est vraiment mauvaise ambiance à la coloc, quoi. C'est ça te fait penser, le pote qui te dit, est-ce que je peux rester chez toi pendant 2 semaines, j'ai une galère et tout, Ouais. et 6 mois après, il est toujours là. C'est un peu ça l'ambiance, hein, quand Ouais, même. Ça, Cordelia, elle est vraiment à jeter, mais il y a ce truc où tu te dis, ok, elle est aussi à bout et elle mérite tout le mal du monde, mais elle est aussi à bout, tu vois. Ouais, on a En mode, tu devrais déjà plus être là, je devrais déjà avoir mon argent. Elle est à bout, c'est surtout une question de pognon, hein, c'est pas une question de Oui, c'est présence. ça, Ah oui, surtout, complètement. on a un gros sur le Se cœur parce qu'elle a pas débarrasser. l'argent. C'est le terme. Elle en a gros sur le cœur. Oui. Je trouve que le terme, il est vraiment empathiquement crado, quoi, tu vois. Oui, mais elle veut que la gamine dégage, elle veut sa thune. Et c'est juste que, et du coup, c'est un peu, dans l'idée, c'est un peu ça. Parce qu'en effet, elles peuvent plus s'encadrer et que l'ambiance, on le comprend et elle le dit, ou en tout cas, c'est dit entre les lignes, elle est constamment tendue. Et ce matin, Suzanne a l'intention de faire du cheval et elle porte une vieille tenue de son père. Pas une tenue d'équitation offerte par Thorin, ce qui agace sa tante. C'est un vieux haillon qu'une jeune femme ne peut pas porter, surtout pas maintenant qu'elle a des seins. Parce que c'est indécent de porter quelque chose qui se boutonne par le devant quand on a de la poitrine. Alors que celles qui ont été offertes par Thorin sont tout à fait appropriées, avec pas du tout un décolleté de fou. Évidemment que non. Enfin. J'aime bien le passage où, en fait, King les met en concurrence complète, quoi. Il dit, Ouais. l'une voyant le jour approcher où elle n'aurait plus ses règles avec sa bouche en lame de couteau. En fait, la description des deux, elle est assez incroyable. Et il suit ça en fin de page sur... ça vous calera l'estomac jusqu'au déjeuner si vous prévoyez de chevaucher jusque là, machin et tout. Est-ce que vous avez fait vos tâches ménagères? Je les ai accomplies. Vous le savez très bien. Et en fait, ça fait très Cendrillon et Madame de Tremaine. Oui, Il y a vraiment cette comparaison un peu l'une qui veut l'argent, on en avait parlé, l'autre qui... hein. Ouais. C'est incroyable. De la méchante belle-mère. Ouais, on en avait complètement parlé. Et la conversation dégénère rapidement. Au passage, tante Cordelia traite Suzanne de malablada, qui signifie plus ou moins grossière en espagnol. Et le principal de l'embrouille concerne finalement ce qui appartenait à Suzanne et son père, et que maintenant la tante essaye de s'approprier, en plus d'avoir refilé une bonne partie à Thorin, et l'injustice de la situation pour Suzanne. Grosso modo, c'était un peu ça. Et en effet, Suzanne, oui, elle s'est fait avoir dans cet accord, mais elle l'a accepté, une promesse, ça se tient. Malabala, effectivement, c'est en concordance, page 310, tome 1, puis tu l'as bien dit. C'est ce que ça veut dire. Ouais, moi, je suis allée chercher sur Google, j'ai même pas pensé à aller chercher dans Concordance, tu vois. Je suis allé dans Concordance direct, mais et c'est exactement la même chose, c'est la femme qui parle mal. Ok. Et effectivement, la maison où Suzanne pète un câble sur tout, le fait que ça lui appartient, en fait, on lui donne déjà ce qui est déjà à elle, et ainsi de suite. Je trouve que le passage est assez intense, et c'est vraiment la tante, elle devient vraiment la vilaine de comics, quoi, tu sais, manipulatrice, tout, qui fait tout pour... On revient un peu à Disney, hein, mais c'est exactement la même chose. Le patrono aussi, dont il parle en parlant du maire. Patrono. Ouais, page... Et ça, c'est pareil, c'est concordance, page 313. C'est un terme courant à Ambry pour désigner un employeur, un patron. Il est très proche de l'espagnol patron. Oui, patrono, quoi. Ouais, c'est comme... C'est comme cono en italien, quoi. Oui, c'est comme de dire que tu apprends à parler italien ou espagnol en prenant tous les mots latins du français en mettant O et A à la fin, ça passe. Un peu raciste, mais oui, d'accord, c'est un peu ça. C'est un peu, je pense que quand je suis allée en classe d'espagnol en 4e, on allait une semaine en Espagne avec la classe. Je pense que j'ai un peu fait ça, honnêtement. Mettre des O et des A à la fin des mots et voir si ça passe. Mais du coup, sur la fin de ce point-là, je trouve ça intéressant parce qu'enfin, on a toute la grande explication de pourquoi Suzanne s'est engagée à faire ça, pourquoi sa tante est aussi connasse qu'elle l'est aujourd'hui, parce qu'aussi elle attend quelque chose, une rétribution qu'elle n'a pas, et que attendre un mois de plus, c'est dur pour elle. Ce qu'on peut plus ou moins comprendre. Je pense que elle est aussi en attente de se faire prendre par l'un des, je sais plus, Jonas ou je sais plus qui. Oui, c'est ça, de Pape. Attends. Eldred. Non, Eldred Jonas. Oui, directement. Oui. Voilà, mais du coup, je trouve que cette scène, elle est vraiment ultra forte. Je trouve. Elle est bien faite pour tout ce qu'elle amène. Et surtout, on ressent ce que Suzanne ressent depuis le début, cette haine qu'elle peut avoir. Et surtout, les promesses sont très importantes. Celles qui ne tiennent pas vont en enfer. Tu vois, t'as un effet de j'ai promis, je dois le faire, quoi. J'ai pas le choix. Je trouve ça intéressant.
Désormais un peu calmée, Suzanne admire la beauté du matin et songe à Wilderborn, ce qui l'excite immédiatement, autant que ça l'énerve, surtout la pensée de ces mots terribles à lui lors de leur dernière rencontre. Elle lui en veut de ne pas avoir compris qu'elle n'a pas choisi sa situation, mais elle ne l'a pas oublié, et elle sait que lui non plus ne l'a pas oublié. Nouveau flashback sur pourquoi elle sait qu'il l'a pas oublié. Cette fois-ci, on est 1 semaine après le banquet et les événements du repos des voyageurs, donc c'est-à-dire 2 semaines avant les événements là, tout de suite, là, 2 semaines avant Pylône. Chimie débarque chez Suzanne et Tati Delgado. Il apporte un bouquet de fleurs parmi lesquelles est glissée une enveloppe. Le cadeau vient du 3e nouvel ami, je cite, de Chimie. Suzanne le coupe avant qu'elle ne prononce le nom de Wilderborn. Elle a entendu des rumeurs toutes identiques sur ce qui a pu se passer 1 semaine auparavant et n'ignore pas qui sont les nouveaux amis du simplet. Tante Cordelia débarque et s'adresse à Chimie comme à un idiot, j'ai envie de dire, mais en mode caricature totale. Mais Chimie réussit à faire semblant de ne se souvenir de rien, surjouant presque sa bêtise. Et c'est là où moi j'ai trouvé l'échange agréable, où tu te dis, ok, il est touchant parce qu'il se laisse pas complètement abuser de sa naïveté non plus. Ouais. Là, la caricature fait qu'il s'en rend bien compte aussi, parce que là, en plus, c'est écrit en majuscule, elle parle très fort en détachant chaque mot. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. C'est tu parles à personne connasse, comme ça. quoi. Il y a personne à qui tu parles comme ça. Ni les personnes malentendantes, ni les vieux, ni les personnes, quoi. Ouais, c'est une connasse. Et c'est là où, tu vois, quand on parlait de Chimie tout à l'heure, où là, on se dit que c'est pas un personnage extraordinaire ni quoi. Moi, je trouve que King, il fait des bandes de potes qui sont hyper cool, et l'attachement qu'a Chimie pour les 3 garçons, il est sincère et touchant et beau, et c'est un peu les bromances que King sait faire et qu'on trouve très peu en littérature. Moi, je pense que si j'aime autant Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, c'est aussi parce que c'est une des plus belles romances que j'ai pu voir et que j'ai pu lire, et que là, forcément, c'est un autre niveau parce qu'ils sont plus jeunes, mais il y a ce truc où c'est tout de suite ses copains et il leur est loyal et il vient leur porter un mot, et j'adore ces histoires-là. Oui, c'est super grave. Puis la façon dont il parle de... je crois que c'est après, peut-être, quand il parle de Gutenberg et de la vigie, et comment ça le fait marrer, et ainsi de suite. Ouais. Non, oui, j'ai passé... j'ai très vite passé tout le point 4. C'était dans le point 4. Mais oui, en effet, oui, c'est hyper touchant. Ouais. Surtout qu'en plus, je pense que c'est les premiers copains qu'il a. Il a jamais eu de copains, Chimie. Il a pas l'air d'avoir grand monde de son âge, et il a l'air d'être un peu l'idiot du village. La mascotte, le souffre-douleur du village, ouais. Complètement, ouais. Et il y a ça, il y a surtout ce côté, c'est la première fois qu'on le traite normalement, en fait. Comme si, tu vois, enfin, normalement, dans le sens qu'on le prend pas pour un idiot, on le prend pour ce qu'il est, quoi. C'est un humain. Oui, qu'on prend sa défense devant des gars hyper importants et très dangereux. Et en plus, avec des copains de son âge et tout, donc c'est vraiment, c'est tout gagné. C'est là où tu vois qu'effectivement, Kuttberg d'abord, parce que c'est lui qui intervient, mais a vraiment ce dessin de pistolero, quoi, de dire je me bats pour le bien, en fait. Et là, ce que vous êtes en train de faire, c'est mal, donc je vais devoir m'interposer, monsieur, désolé. Et du coup, c'est trop bien. Je suis en train de lire un livre d'un psychiatre où c'est un truc sur les nuances qu'il faut mettre dans sa vie et tout. C'est un truc que m'a conseillé ma psy, pour tout dire. Et en fait, le paragraphe que j'ai lu hier depuis tout à l'heure, je fais que d'y penser parce que il y a des paragraphes, il y a des chapitres qui sont un peu évidents, mais hier, c'en était un sur, je sais pas, se rapprocher de ses valeurs et de savoir à un moment donné que dans sa vie, on fait les choses pour être proche de ses valeurs et pas pour avoir de rétribution ou peu importe ta valeur, que ce soit de la solitude, même, tu vois, des choses qui peuvent paraître un peu plus égoïstes, de se dire, on les fait sans vouloir de rétribution. Et c'est ça, être un pistolero, en fait, c'est de se dire, mais c'est injuste, donc on va prendre sa défense, et peu importe ce que ça coûtera, et peu importe les problèmes que ça créera, et peu importe si on est à la hauteur ou pas, on s'en fiche. Là, moi, mon sujet, c'est que c'est injuste, donc je vais m'interposer. Et Cuthbert, pour ça, il est incroyable, surtout avec le bagou qu'il a, avec la tchatch qu'il a à son âge. Mais Cuthbert adulte, ça aurait dû être une merveille, quoi. Ouais, bah c'est pas Eddie, ils ont pas, c'est pas tout à fait Eddie. C'est la façon de parler d'une autre façon. Oui, je pense. Mais oui, complètement. Je pense qu'il aurait gagné en sagesse un petit peu, mais qu'il serait resté impertinent. Mais ouais. Et comme elle l'avait deviné, les fleurs viennent de Will et le petit mot est très bien écrit. Il s'excuse de son comportement et demande à la voir en privé rapidement. Je cite, c'est de la plus haute importance. Juste avant ça, il y avait le passage où
c'est Suzanne qui est vraiment blessée, choquée, parce qu'elle s'aperçoit que sa tante, c'est juste une humaine, une vieille fille qui en veut après l'argent, mais c'est pas un vrai monstre, elle a pas des pouvoirs, elle est pas bizarre comme Rhea Ducus. Cette comparaison-là, encore une fois, ce rappel de l'horreur un peu ordinaire que fait King, était vraiment... Et c'est juste deux, trois phrases à la fin de cette partie-là qui montre encore une fois que y a pas besoin d'être maléfique entre guillemets pour faire des horreurs, quoi. Bah, comme tu le dis, c'est l'horreur chez King, c'est pas ces créatures, hein, c'est les humains. Il a une citation comme ça qui est beaucoup reprise, qui dit les monstres et les démons sont réels, ils vivent à l'intérieur de nous et parfois ils gagnent. Et c'est ça, en fait, ça explique toute son œuvre, quoi. Elle n'endort pas, elle veut le revoir, mais sait que ce ne serait pas raisonnable. C'est ce qu'elle se résout finalement à lui écrire et remet le mot à Chimie le lendemain matin. Échange touchant entre Chimie et Suzanne, ce premier lui montrant fièrement ses fleurs et lui racontant avec amour ses échanges avec son nouveau meilleur ami, Arthur S. Et en effet, c'est là où il doit parler de la vigie et tout dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Oui, j'aime bien qu'elle prend une feuille de parchemin dans le tiroir du haut et déchire en deux pour... Ambry, le seul... Avec la valeur du papier. Le seul crime plus grand que gâter du papier était de gâter les bêtes de bon aloi. On va dire... Bah meuf, faut les reprendre du papier. Juste prends le mot de Will et réponds dessus, connasse. Si c'est un grand crime. Elle le garde précieusement. Bah non. Mais oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'il a touché. Il a peut-être embrassé de ses petites lèvres juvéniles. Je sais pas. Il y a peut-être un peu son odeur dessus. T'as doucement Juliette. Oui, après effectivement c'est. Ah oui, j'avais ni Aubry. Oui, effectivement, voilà. Il est aussi une vigie, c'est un crâne d'oiseau, et quand il lui parle et qu'il fait semblant, qu'est-ce que c'est drôle, ça me fait fendre en deux. Machin. Ah oui, c'est qui déjà, Arthur? Ah oui, c'est le deuxième meilleur personnage. Alias Cuthbert. Alors qu'elle hésite à reprendre le mot, Reynolds apparaît, alors Suzanne file. S'il raconte à Jonas qu'elle traîne en journée avec le garçon qui lui a apporté des fleurs, Tandcord le saura et lui posera des questions auxquelles elle ne veut surtout pas répondre. Et là, on a la confirmation pour la première fois de choses qui avaient été un peu sous-entendues au début là et la dernière fois, d'un lien officiel et très intime entre Eldred Jonas et Tandcord. C'est-à-dire qu'on avait, en fait, on n'était pas sûr. On se dit, est-ce que c'est Tandcord qui fabule et qui pense qu'elle a des chances avec lui, ou est-ce que c'est Eldred Jonas qui pense qu'il peut se la mettre dans la poche pour avoir des infos, mais on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment un truc entre deux à ce moment-là. Jusqu'à maintenant. Et là, on se dit, ok, danger. Gros danger, elle est vraiment dans une sale position. Ouais. Suzanne se maudit d'avoir rencontré Will. Sans ça, elle serait en paix à l'heure qu'il est. Donc là, on revient 2 semaines après le passage de Maud, donc 3 semaines après les événements du repos des voyageurs. Sans ça, elle ne rêverait pas à plus que ce à quoi elle est promise, ni à mieux. Il lui a ouvert des perspectives qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Mais elle se dit qu'elle doit le revoir une dernière fois pour être sûre. Alors depuis plusieurs jours, elle fréquente le même sentier, un sur lequel il se promène aussi, dit-on. Oh là là là. Tiens, je passais devant chez toi par hasard. Faut vraiment que ça s'arrête tout ça. Vraiment, faut que j'arrête de le voir. Mais je vais quand même lui répondre à ce mot. Et je vais quand même marcher sur le sentier qui lui emprunte tous les jours. Mais il faut vraiment que ça s'arrête. Hein. C'est une stalkeuse, elle tourne. C'est comme te promener autour du quartier d'un gars sur qui t'as un crush, ou d'aller devant son boulot en aux heures de sortie de travail. De tomber sur lui par hasard. Tiens, toi aussi t'es là, oh là là. Et puis comme par hasard, t'es hyper bien sapé ce jour-là, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je te stalk, du coup. Mais elle a eu raison, parce que Will arrive et la regarde avec gravité, lui qui fait se lever la tempête dans son cœur. Will s'excuse de sa remarque injustifiée. Jusqu'au pouvoir lever la tempête dans son cœur. S'il y a une tempête, t'es pas dans son cœur. Hein. Elle aimerait bien que ce soit air, mais pour l'instant, c'est que dans son cœur. Will s'excuse de sa remarque injustifiée à la fête et lui avoue être amoureux d'elle. Suzanne fait semblant de rien en se moquant même de la rapidité de ses prétendus sentiments, alors qu'elle en éprouve pas moins, et ça, nous, on le sait. Il se rend compte de ses gaffes contre le maire quand il discutait avec elle et lui avoue que c'est Coraline, la sœur du maire, qui a tout dit.
Par exemple, tout le passage 6, il y a un truc qui est trop bien, c'était ce Will, ce Dearborn, maudit soit-il, qui lui avait rendu difficilement acceptable, inévitable, qui l'avait poussé dans des disputes où il avait du mal à reconnaître sa propre voix, tant elle était stridente et désespérée, qui hantait ses rêves où il lui passait le bras autour de la taille et il l'embrassait encore et encore. Ça va, Juliette, t'en es bien ou pas? Putain. Voilà, moi, en vrai, c'est vraiment en 4 lignes, tu passes de je te déteste et je t'embrasse tellement fort. C'est trop fort. Mais parce que il y a ce truc où elle était mieux quand elle était ignorante. Oui, tu vois. bien sûr. Moi, je pense que je l'ai toujours dit, hein, j'étais mieux quand j'étais ni végétarienne ni féministe. Hein. C'est vraiment les idiots viveurs. Tu vois. C'était des prises de conscience. Tu te dis, ah mais non, mais moi ça m'allait d'être avec Thorin là. Je pensais pas que je pouvais être amoureuse d'un garçon qui est gentil, qui est doux, qui est mignon. Bon, ça lui allait quand même pas spécialement d'aller d'être avec Thorin non plus. Non, mais elle s'était résignée, tu vois, parce qu'elle pensait pas. Ouais. Là, elle a une porte de sortie qu'elle n'avait pas vue, qui est même pas une porte de sortie, qui est une espèce de lumière au loin, en mode plus qu'une porte de sortie. Je pense qu'elle se dit pas que la vie peut continuer avec Will. Non. Elle se dit que ok, il peut avoir quelque chose et j'ai envie d'en profiter tant qu'il est là, quoi. Ouais. C'est plutôt un amour d'été. Et j'adore le dernier paragraphe du point 6, qui est ils se dévisagèrent dans le grand silence de l'aplomb. Roland de Gilead et Suzanne de Mégis, et dans son cœur, Suzanne sentit se lever la tempête. Elle l'a redouté aussi fort qu'elle l'a trouvé bienvenue. Et en fait, j'ai l'image dans la tête de cette crête sur l'aplomb avec le lac, je crois que c'est la mer, qu'il y a au-dessus avec le soleil. Franchement, j'aimerais trop une illustration de ce passage avec Roland d'un côté, Suzanne, les deux chevaux qui sont l'un à côté de l'autre dans un coin et tout ça. Vraiment, j'ai une image claire de ce que c'est. Vraiment, j'ai un tableau en tête, quoi. Et je trouvais ça incroyablement beau comme passage. En plus, les chevaux, ils sont marrants parce qu'à un moment donné, ils se regardent en mode... Ils sont en train de se rouler des pelles. C'est gênant. Mange ton herbe, Alfred. C'est get room. Bon, en tout cas, pour le moment, Roland, il est toujours imperturbable. Même quand il parle de ses sentiments envers elle, il n'est pas là pour avoir la réciprocité de son amour, mais pour avoir son pardon, ce qu'elle consent à faire, toujours sans ne rien montrer de son amour à elle. Il l'interroge ensuite sur sa fidélité à l'affiliation. Elle est pour, mais n'est pas une chaude partisane, je cite. Roland lui explique que toutes les personnes qu'il rencontre sont hyper à fond, au point de toujours leur offrir leur meilleur alcool, comme s'ils voulaient en fait qu'ils ne tiennent pas leur parole. Cet enthousiasme de tout le monde pour Arthur l'aîné paraît aussi suspect à Suzanne. Et dans cet échange, on a un mot qui est joli en français et que je crois que je l'avais déjà relevé une fois mais que je l'avais oublié, qui est fleureté, comme une fleur, mais fleureté, et qui en fait veut dire la même chose que le flirt en anglais, mais où maintenant on utilise la version anglaise qui est flirt, mais qui veut dire passer du temps avec une personne dans le but de lui plaire ou de la séduire. Et je trouve ça fleureté, un peu joli, presque... Un truc presque bucolique, de picorer, de vraiment, parce que c'est la racine c'est fleur, donc forcément on a l'impression de butiner, tu vois, c'est complètement. Et c'est joli. Moi j'aime bien, je reviens sur je vous ai parlé comme je l'ai fait pour que vous compreniez aussi, dit-il, c'est tout, si je ressens ce que je ressens, vous n'êtes en rien responsable. Ça c'est Roland qui le dit. Et elle pense, mais si je le suis, sonda-t-elle, je t'ai embrassé, je crois que je suis tout à fait responsable de ce que nous ressentons tous les deux, Will. Encore une fois, c'est la faute de la femme. On va pas tergiverser là-dessus. Apparemment, c'est la femme qui est responsable de tout. Ouais, je reviendrai. Putain, ça m'a rendu ouf. Et surtout que lui, il le dit avant, en disant bah non, je prends ma responsabilité. Et vraiment, j'arrive pas à me dire est-ce que c'est elle qui veut tellement se rendre responsable de sa vie misère et de tous les problèmes qu'elle a dans sa vie, en disant bah c'est de ma faute, j'aurais dû être plus forte, j'aurais pu être plus machin et tout. Qu'elle accepte pas ça, mais ça me rend ouf. Et il y a le petit moment de je m'attendais à ce que vous et vos amis comptiez les vaches, les armes à feu, les lances, les bateaux, que sais-je encore, répondit-elle, mais je ne pensais pas que tu voudrais compter aussi les partisans de l'affiliation. Et elle passe au tutoiement. Et en fait c'est marrant parce que sur le coup j'ai noté en disant ah bah c'est bon, on suit toi maintenant, c'est bon, on s'est embrassé, on peut y aller quoi. Oui, il en parle après. Et effectivement elle en parle après, les gens de l'amitié. T'en étais là ou t'en étais après, je crois, t'as passé? Je sais pas parce que je l'ai pas noté ça. En vrai, j'ai un peu galéré sur le résumé de ces deux chapitres-là. Parce que c'était chiant, disons-le. En fait, c'est de la préparation, c'était pas très fun à résumer. Et ouais, donc mais c'est ok. Eh ben écoutez, je suis pas sûre que j'ai précisé ça. Donc vas-y. Les gens de l'amitié, concordance, tome 1, page 113. Les gens de l'amitié
entre parenthèses, amis, avec un S. Les amis sont une secte du vieux peuple, comme les manis. Ils utilisent des tournures de phrases particulières. Suzanne Delgado descend sans doute de cette secte, puisque les membres de cette famille utilisent ces termes dans leur langage courant. Les gens de l'amitié étaient encore présents dans l'entre-deux-mondes pendant toute la jeunesse de Roland. Et en fait, elle explique que c'est parce que parfois tu vas mélanger le tu et le vous de temps en temps, surtout en fin de phrase, en fin de dialogue ou en fin de paragraphe pour toi, quand tu as fini de parler, tu peux utiliser le tu pour une certaine raison qui dépendent que d'eux, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas regardé Vieux Peuple, pardon, parce que c'est en majuscule, donc j'imagine qu'il y a une entrée, Vieux Peuple du Bois Couchant. Ah ouais, Vieux Peuple du Bois Couchant. Bien que les grands anciens, page 171, tome 1, concordance, bien que les grands anciens soient parfois appelés Vieux Peuple, le Vieux Peuple du Bois Couchant est une civilisation bien postérieure et plus primitive, probablement apparue après que les grands anciens aient construit la plupart des villes de l'entre-deux-mondes. Roland et son cathète trouvent des restes du vieux peuple alors qu'ils campent dans la forêt située à l'est de la mer occidentale. Oui, dans la forêt, on l'avait vu. C'est là où Jake trouve la pointe de flèche, par exemple. Ouais. Cette tribu des bois chassait des arcs et des flèches, voilà. Avec des arcs et des flèches, et vivait dans la terreur de Shardik. On se souvient de ce ours poilu. Oui, cyborg. Véreux. Ça se dit ou pas? Non, ça marche pas. Oui, c'est véreux. C'est véreux. C'est vrai, quand t'as plein de... Shardik est considéré comme des poseurs de collets et des incendiaires, mais eux le voyaient à la fois comme un démon et comme l'ordre d'un dieu. Ils l'appelèrent Mir, ce qui signifiait le monde au-dessous du monde. Voilà. Oui, ça on en avait parlé de Mir, et puis c'est d'où la station Mir aussi, machin. Oui, effectivement. La jeune fille ne sait pas ce qu'Art Thorin pense des garçons, il ne se confie pas à elle. Donc là, c'est Roland qui est toujours en train d'interroger un peu Suzanne. Donc Roland décide de faire confiance à Suzanne et tourne son attention vers les chevaux sur l'aplomb, et elle confirme ses soupçons, il y en a trop, beaucoup trop. Elle estime le même nombre que Roland, environ 160, qui pèsent sur 1/6 de surface de l'aplomb, ce qui ferait un total de 1200 chevaux si on compte aussi ceux à l'écurie ou au travail. Ce qui est mis en contradiction avec le chiffre de 560, qui est quand même beaucoup moins, annoncé par Renfrew, et Suzanne met à mal une autre parole de Renfrew, il n'y a quasiment pas de chevaux mutants. Roland relève comme il est utile que le pas de Suzanne ne soit plus vivant pour contredire tout ça, mais la jeune fille ne peut se résoudre à accepter qu'il soit mort autrement que dans un accident. Bien sûr. Ça, on peut que la comprendre. La pauvre, elle en chie déjà assez que pour se croire au complot qui, en effet, a tué son père. C'est-à-dire, c'était pas un accident qui avait lieu avec Renfrew pas loin? Ou ça était un autre de l'association des cavaliers là? Je sais plus, je les confonds un peu ces gars-là, honnêtement. Ouais. Je sais plus, je crois que c'était ça. Ah non, c'est Lenguil. Non, c'en est oui, parce qu'ils en parlent dans ce passage-là. C'est un autre. J'arrive pas. En fait, je sais pas si c'est pas tant qu'elle veut pas se résoudre à se dire que c'est pas un accident parce qu'elle a peur de se dire que si c'est vraiment un assassinat ou truc, elle a plus rien en fait, tu vois. Déjà, elle a plus rien, et si elle se dit en plus c'est un assassinat, ça veut dire que j'ai vraiment plus rien, dans le sens. Ouais. Je suis vraiment toute seule et tout le monde est méchant et il me cache des choses. C'est-à-dire que même sa tante, elle est au courant. Ça veut même dire que, tu vois, il y a tout un aspect de... c'est prémédité par tout le monde à la fois, en fait. Alors, je sais pas si c'est conscient ou pas, mais je suis intimement convaincue qu'il y a une partie d'elle qui refuse de voir une vérité qui paraît assez évidente à tout le monde. Alors forcément que vu qu'elle est impliquée d'une certaine façon, elle a le nez dedans, elle voit pas forcément tous les indices qui mènent au fait que son père ait été tué, mais nous de notre point de vue ça paraît quand même assez évident, et que en fait elle peut pas s'y résoudre parce que c'est la goutte de trop, et qu'en fait si elle croit à ça, elle croit plus en rien et elle a plus qu'à se suicider. Vraiment, je pense qu'il y a un côté, ça serait le fond du gouffre pour elle et le dernier désespoir, quoi. Ouais. Et ce passage, il est vraiment incroyable pour... T'as quand même Roland pragmatique qui est là, quoi. Il vient à la base pour... Enfin, en fait, il vient pas pour se dire « Ok, je vais y aller, ça va être un beau soleil couchant, je vais l'emballer et boum, quoi, ça va se passer. » Il est vraiment pour dire « Ok, je suis un gros connard, je suis vraiment désolé, je m'excuse. » Elle accepte ses excuses. Et lui, il part tout de suite sur son taf en disant « Ok, j'ai besoin que tu me dises... est-ce que je peux te faire confiance? Oui. Ok, il y a des trucs qui tombent par an, ça fait 3 semaines que je suis là, ça merde de tous les sens. Est-ce que tu me confirmes que c'est le cas? Oui. Et il repart un peu sur des bases saines, entre guillemets, de je te considère comme une personne de confiance, intelligente. Je mets ces guillemets entre trucs, on sait que Suzanne est intelligente, mais dans le sens, merde, c'est pas intelligent, du coup, c'est perspicace, tu vois, qui va me donner des vraies informations, qui va pas me mentir. J'ai besoin d'avoir une alliée sur place, d'avoir quelqu'un qui puisse. Et tu vois, il repart en fait sur toute cette
sa mission, et c'est ça qui est intéressant dans ce chapitre en partie, on le verra encore à la fin de ce chapitre-là, mais qui est assez fou en fait. Moi, ça me fait rire parce que il me donne l'impression d'être venu avec son petit ordre du jour. Donc, petit 1, je vous aime, Suzanne. D'accord. Petit 2, pardon. Oui, bon, bah, d'accord. Petit 3, et sinon, les chevaux, il y en a combien d'après? Bon, attention, on digresse là. Il faut recentrer la conversation. C'est important. J'ai des choses importantes à vous dire. Combien il y a de chevaux? Ah oui, mais... oui, non, pardon. C'est pas, enfin, après, d'accord. Oui, il y a un peu tout qui se mélange en fait. Il y a le Roland qui tombe amoureux et qui a besoin de remettre les choses droites avec elle, et le Roland qui se dit ok, là il y a de toute façon, quoi qu'il arrive, potentiellement une alliée, et il faut elle qui grandit ici et qui est une alliée, et il faut que j'ai son point de vue sur les choses pour essayer de m'aider à y voir plus clair. Il y a un peu les deux qui se mélangent, et j'y reviendrai aussi un peu plus tard sur les deux trucs qui se mélangent, qui fout un peu le doute sur les raisons, sur ses motivations aussi, sur certaines choses. Mais je sais pas si c'est pas une façon aussi pour Roland de reprendre pied sur la situation globale, en disant ok, je vais parler de ma façon de penser, ma façon de parler, mon métier, c'est des choses sûres sur lesquelles j'ai des bonnes bases, je sais que je peux m'appuyer et j'ai besoin de ça, et je pense que comme il est avec elle, il a toujours perdu pied depuis le début. En fait, il a besoin peut-être de restabiliser les choses et dire ok, je vais parler boulot, moi ça je sais le faire, je suis consciencieux, je suis logique, je vais être pragmatique, je vais me servir de ça pour discuter avec elle naturellement et voir où ça va venir en fait. Je sais pas s'il le pense. Pas perdre la face. Ouais. Mais pour Roland, autre chose se trame. Il sait qu'il n'est pas censé en être au comptage de chevaux et que la baronnie a donc prévu de quoi les cacher ces prochaines semaines avant que le comptage officiel ne commence, ce qui pue, d'après Roland. Pardon, je relisais un passage qui... Je sais pas si tu faisais la corne. Non, parce que je relisais le passage en même temps en me disant « Ah, il est tellement beau ce passage ». C'est avant tout ça, pardon, c'est dans le point 7, où elle dit « Parce que tout ça n'est pas clair ici, répondit-il, et la gravité presque sombre dans sa voix effrayait un tout petit peu Suzanne. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Le maire, l'association du cavalier, de quoi parlez-vous » Il la regarda s'ensier, puis parut s'être décidé « Je vais vous faire confiance, Suzanne. » Et elle répond « Je ne suis pas sûre d'avoir plus envie que tu me donnes ta confiance que ton amour, dit-elle. » Oh là là, épouse-moi, c'est trop beau. C'est tellement beau. C'est méchant parce qu'elle l'a quand même rembarré. Mais oui, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau en fait. Okay. Je sais que tu m'aimes et je sais que tu as envie. Mais je suis pas sûr d'en avoir envie parce que tu vas me draguer dans tes trucs. Tu vas me mettre dans la merde. Dans la merde. Et en fait, c'est cette répartie qui est trop belle. C'est ça. Oui, mais elle lui explique pas comme ça. Juste, elle l'envoie bouler, mais elle lui dit pas pourquoi elle l'envoie bouler. Ouais, mais elle lui dit pas. Moi, je ressens la même chose, mais dégage, gars, parce que ça pue. Tu vois, elle dit juste, non, juste dégage. Ouais, en fait, la façon dont elle le dit, c'est. J'ai l'impression que c'est un truc de. Enfin, moi, je le prends comme ça, mais c'est peut-être pas du tout la bonne façon de le faire parce que je sais qu'elle est amoureuse. C'est peut-être ça qui me biaise un peu. C'est dire. Elle dit non, mais en fait, elle pense oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est non, mais en fait, j'en veux pas de ton amour, s'il te plaît, donne-le-moi. Quel enfer. Et c'est un peu ça. C'est oh, j'en veux pas de ta confiance et de ton amour, mais donne-les-moi, s'il te plaît, quand même, parce que tu me parles et ça me fait du bien. Et justement, parce que avant de partir, Roland il veut revenir sur son amour pour elle, sa jalousie. Elle refuse d'en parler, mais il la force à l'écouter. Sa mère lui manque, comme le père de Suzanne manque à cette dernière. Elle n'est pas morte, mais il la considère comme telle à ses yeux. Mais il a beaucoup de regrets à son égard, et il confie à Suzanne qu'Olive Thorin lui a fait penser à sa mère. Et par contre, du coup, je suis un peu en retard sur ce que tu me dis, mais que tu résumes, mais il y a Roland qui dit, qui parle justement des mutations. Et elle dit si fait, il n'y a quasi point de muté ici à Mégis, comme dans aucune des baronnies extérieures sur ce point précis. Et en fait, il lui dit, bah attendez, vous enlevez plus de 3 sur 5, et il dit oui, on les élève tous, de temps en temps, il y a un monstre, mais c'est tout, quoi. Et en fait, je me suis dit, ok, ça veut dire que dans les baronnies extérieures, il y a très peu de mutations, alors que lui qui vient des baronnies intérieures, il y en a énormément, en fait. Et du coup, c'est vraiment une forme de décadence de la civilisation, tu vois. De dire là où il y a beaucoup de monde, là où la civilisation se concentre, là où il y a beaucoup de personnes, les gens deviennent pourris en fait, tu vois, tout devient pourri en fait. Ou alors justement, c'est plutôt la mutation s'accélère parce que là on a l'air de comprendre quand même que c'est plutôt la situation s'est améliorée du côté de Mégis plutôt que elle n'a pas bougé. Ah, tu le vois comme ça? Ouais. Ah, c'est peut-être ça alors. C'est plutôt comme ça que je l'ai perçu moi. C'est-à-dire qu'il y a eu... Ah, je l'ai pas compris que ce serait pour ça, là, on est dans le passé, les mutations vont s'accélérer quoi qu'il arrive. Ouais, mais peut-être moins vite à Mégis. Enfin, la façon dont c'était présenté, moi, j'avais plutôt l'impression que la situation s'était améliorée, qu'ils trouvaient beaucoup moins de mutants que ce qu'ils pensaient trouver. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils avaient un point de vue très biaisé avec là d'où ils viennent? Ça, c'est possible.
Ouais, après, moi, il y a un truc sur lequel j'ai tiqué un peu plus tard quand c'est Deux Papes qui est à Rizzi, où il dit que le monde est moins mou qu'avant. Et je me dis, mais du coup, en fait, pourquoi il est moins mou qu'avant? Et il y a ce truc où, en effet, si avant il était mou, c'est qu'il était peut-être un peu véreux lui aussi dans l'idée, ou un peu avec des mutants, avec des maladies et tout, et que les choses se sont redynamisées. Tu vois, c'est là où moi j'ai pas trop compris ce terme-là, mais il faudrait voir ce que c'était peut-être en VO et comment on pourrait le traduire autrement. Mais je me dis, en fait, pour moi, le passé, c'est censé être moins mou que le... Oui. Ah, j'ai pas vu ça. Ça en fait, putain, il parle de le temps a changé parce qu'il lui compte même plus son âge. Il dit, oui, qu'il est moins mou. Ah oui, d'accord, j'ai pas relevé. Bon, on reviendra du coup dessus. Ouais, mais moi, du coup, ça, je l'avais compris en mode Roland, il est jamais parti de Gilead. Il voit beaucoup de mutations. Gilead reçoit des rapports de tout le monde qui dit oui, nous aussi on a une mutation. Et de Mégis qui dit oui, nous aussi on a beaucoup de mutations. Voilà, c'est horrible, machin et tout. Oui, Roland vient à Mégis et dit en fait, vous avez pas toutes les mutations que nous on a et qu'il y a dans vos rapports. Et en fait, sous-entendu pour moi, c'était nous, notre civilisation qui est au cœur du monde, entre guillemets, quoi, parce que c'est pareil, tu vois. En fait, du coup, nous, on est pourris, en fait. Il y a un truc qui pourrit plus rapidement chez nous que chez vous. Et vos rapports étaient faux. Et en fait, du coup, vous avez quasi pas de mutation parce que vous vivez mieux, en fait. Et il y a un aspect un peu bizarre. Moi, j'ai l'impression, je l'ai lu comme ça, en fait. Mais, okay. Ouais, je l'avais pas lu comme ça non plus. Okay. Dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Oui. C'est pas si tu as raison ou pas, c'est s'ils sont d'accord avec ton interprétation. S'ils sont d'accord, c'est que j'ai raison. Non. Pardon, pas du tout. Est-ce que tu as des choses à rattraper dans le point 8 avant que je termine? Non, effectivement, après, il y avait l'accident. Oui, où je disais qu'elle n'était pas sûre d'être convaincue elle-même. Point 8 encore, le DIM, concordance, tome 1. Page 301, DIM, DIM, ce n'est pas juste un boxeur, c'est aussi... J'en ai porté des DIM, c'est pas une bonne marque en vrai. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup. On pourrait se faire, après le point culotte du roi Steven, le point boxeur de la 19e Palame, on pourrait se faire sponsor par un DIM. Non, c'est j'aime pas DIM. Leurs collants sont pas dingos non plus. Quand je bossais à la banque, j'avais une conversion ultra chelou du coup, mais j'avais une cliente qui bossait chez DIM. Et quand elle m'a dit ça, je suis ah oui, d'accord, vous avez des prix. Elle me dit oui, vous voulez que je vous ramène des caleçons et des trucs. Je suis non, c'est bon, ça va être bizarre sinon. C'est gentil, mais non. Ça ira. Donc le DIM, 301, tome 1, concordance. Le DIM a plusieurs sens. Les sorciers et les sorcières peuvent se rendre DIM, c'est-à-dire difficile à voir. Vous en parlez dans le roi Steven, je sais plus dans quel épisode ça. Dans Bazar, il y a le Land Gaunt, il se rend DIM à un moment donné. Il le dit, DIM. Et après, dans... Je crois qu'il le dit pas DIM, mais qu'on l'avait... Je crois pas que ça marqué dans le texte. Mais qu'on avait noté la ressemblance. Oui, alors après, ça, c'est les trucs où la traduction peut en faire sauter quelques-uns, des DIM. Parce que c'est typiquement, là, quand ils disent qu'ils ont repris la traduction de Shining et Talisman, genre J.C. Lattès, Alba Michel, qui ont fait des trades, c'est typiquement pour un peu ce genre de cas. Soit dans Shining, le gars, il avait carrément coupé des passages entiers, donc il manque 250 pages du manuscrit original, donc ils les ont réintégrés. Plus, essayer d'harmoniser un peu les traductions sur notamment les termes qui sont issus de l'univers de la Tour Sombre, mais il y a d'autres histoires où il y a la mention de DIM dedans. Soit nous on interprète que c'est qu'en effet un personnage il est DIM parce qu'il n'est pas vu par les autres alors qu'il est au milieu de la pièce et qu'il n'y a pas d'autres raisons qu'il soit pas vu, soit en effet c'est cité directement. Et là, oui, dans Bazar, quand Pangborn se rend à la boutique de Gaunt, il ne le voit pas alors que Gaunt est devant lui, il est DIM comme dans la Tour Sombre. Et après on a j'ai d'autres trucs dans Cœur perdu en Atlantide. Dans la 5e histoire, on apprend que Raymond Figler a appris à Carole, un tour à Carole, mais oui, bien sûr, il lui a appris à devenir DIM. C'est là. On se souvient de ce passage. Ouais. Je l'ai pas lu, mais je me souviens que vous en parliez. Oui, d'accord. Lui qui est DIM n'est pas à proprement parler invisible, mais simplement flou ou estompé. Le DIM, c'est l'impression de déjà-vu. Lorsque Suzanne rencontre Roland, elle ressent le DIM, ce sentiment qu'elle le connaît et manque de s'évanouir. Est-ce que c'est parce que elle l'a déjà... Ah non, ça marche pas. Ça, elle le revit pas. Non, elle est en dehors du cycle. Mais dans ma théorie de à chaque fois que tu racontes une histoire, elle se crée. Oui, il y a un monde où à chaque fois elle revit cette histoire vraiment. Oui, à chaque fois que Roland la re-raconte, il y a une version de Suzanne qui la revit. Il y a un monde qui se crée et du coup il y a une version de Suzanne qui revoit Roland et une version de Suzanne qui meurt en barbecue à chaque fois.
Et donc, après, il la tenait aux épaules, à présent, une larme déborda et traça un filet d'argent le long de sa joue. Elle est morte. Point d'interrogation. Attends, de quoi elle parle, là? Je sais plus. Votre père vous manque, oui, de tous les filles de mon cœur. Oui, la mère me manque de la même façon. Elle est morte, non, mais quelque chose lui est arrivé. Merde, comment puis-je en parler alors que je ne sais pas quoi en penser en quelque sorte? C'est comme si elle était morte pour moi. Et cette franchise en calculé de la part de Roland. C'est pas du tout ce que je voulais dire. De quoi on parle? Tu t'es perdu dans tes notes là. Si, c'est ça. C'est parce que Roland parle de sa mère à ce moment-là. En disant qu'elle est morte pour moi, elle n'est pas encore morte, mais sa façon d'être avec machin. Coraline. Pardon. En fait, c'est avec Olive Thorin. C'est tout le passage du dîner avec Olive Thorin. Roland, il explique votre père, il vous manque. Ok, moi, ma mère, elle me manque aussi. Elle est pas morte, mais à mes yeux, elle est morte. Et c'est là où il explique l'histoire. Et il dit, en fait, au dîner, j'étais énervée parce que Olive Thorin, ça m'a fait penser à ma mère. Et c'est là où j'en étais. Du coup, ça bouleverse Suzanne, qui se met à pleurer de honte, et Roland l'embrasse, et elle finit par lui rendre ses baisers. Oui, c'est ça, voilà. Et en fait, après, oui, effectivement, après, il parle de Victorin, je me dis, putain, c'est horrible ce qu'elle vit, quoi. Et voilà. Merci. Donc, ils s'embrassent et ils se plottent, plein de passion qui finit de sceller entre eux un amour réciproque, mais surtout un début de loyauté coûte que coûte, s'oubliant l'un pour l'autre. Mais c'est trop dangereux, ils le savent, alors Suzanne part en lui faisant promettre de se tenir éloignée d'elle, et voilà, il faut encore que ce soit la femme qui soit la personne raisonnable. J'ai passé très vite tout le passage, parce que je sais deux adolescents passionnés qui s'embrassent sans faire saigner la bouche. Alors, désolé, mais moi le passage... Pour moi, ça marche pas en fait, donc c'est pour ça que j'ai fait hop, là, ouais. Ça me parle pas trop en vrai. Pardon ? Je sais pas pourquoi, je l'ai toujours dit, mais c'est comme l'histoire de Eddie et Susanna, ça ne marche pas avec moi. Ah, ça marche de ouf là. Pour moi. Et c'est pour ça que je dis que c'était chiant, parce que à résumer, en plus, j'ai fait OK. Parce qu'en plus, je lis pas en me posant, je lis en me disant OK, qu'est-ce qu'il faut que je note de cette histoire? Et là, je me dis, oui, OK, ils scellent leur amour, et voilà. Et du coup, ils scellent leur confiance, et on comprend qu'il y a un lien qui se crée, qui va être indéfectible, et la suite, tu vois. J'ai pas grand-chose à dire de plus que ça. Ouais, moi, je trouve que ça marche super bien, parce que je dis que ça marche pas sur moi, J'ai pas dit que ça marchait pas tout court, tu vois. Oui, pardon, c'est vrai. Moi, ça marche super bien parce que t'as cet effet de... Parce que l'amour est impossible, il est d'autant plus envié, en fait. Et du coup, c'est vraiment tu veux ce cadeau? Ah bah, désolé, je peux pas te le donner. Bah, du coup, tu le veux encore plus parce que c'est quelque chose qui t'est accessible. Tu pourrais l'avoir, il est juste là, il est devant toi. Et techniquement, tout le monde pourrait l'avoir parce que c'est comme ça que ça devrait marcher, en fait. Chacun tombe amoureux de l'un de l'autre, et en fait, par logique, on devrait rien avoir à faire autre que ça, parce que rien devrait pouvoir interférer ça. Et là, t'as tout qui interfère, en fait. C'est deux mondes différents, c'est une promesse qui a été faite pour de l'argent, c'est plein de choses. Et en fait, tout vient à l'encontre de cette relation. Le cas même est à l'encontre de cette relation, mais veut que ça fonctionne, veut que ça enchaîne quelque chose. Et je trouve que pour moi, c'est clairement l'amour impossible d'adolescent, en fait. C'est ce truc au collège d'avoir envie d'être avec quelqu'un, mais tu peux pas, pour x, y raison débile de l'époque, de collégiens, de lycéens, de ce que tu veux, qui fait que tu as encore plus envie que ça arrive. Et en plus, Suzanne est dans une situation tellement désespérée. Elle est au fond du trou. Elle est vraiment la gamine dont tout le monde se sert physiquement, moralement. On se sert d'elle, on se sert sur elle. Elle a tout perdu. Elle a perdu son père, elle a perdu ce qui devait lui revenir de droit, l'héritage qu'il y avait avec. Et on lui promet de lui donner ce qu'elle mérite si on la met en cloque. Tu vois, t'as vraiment tout un effet elle est au fond du trou, et là elle a juste une lumière, en fait, avec Roland qui apparaît vraiment sur son cheval blanc au bout du chemin, quoi. Et en fait, tu te dis, elle tombe amoureuse de ça, en fait, pas de Roland directement, peut-être de son image, peut-être de ce qu'il représente, de sa sortie du puits, de tout ce que tu veux. Et moi, je trouve que c'est ultra fort, et ça fonctionne, en fait. Ce qui est terrible, c'est que c'est un personnage qui a besoin d'être sauvé, mais c'est trop tard quand il arrive. Oui, bien sûr.
Parce que ça, c'est ouf. Elle sert de souffrance à Roland, en fait. Elle va juste d'être un déclencheur de plus pour que lui devienne ce qu'il devient. Et ça, c'est encore plus beau. C'est ce qui fait que c'est encore l'amour encore plus beau et impossible, quoi. Et je trouve que ça, ça fonctionne encore plus. On parle toujours des moments clés. Suzanne ne meurt pas, il n'y a pas de quête de la tour pour Roland, il n'y a pas de la tour sombre, il n'y a pas de la 19e palabre, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est juste sur le côté, ça marche pour moi qu'ils tombent amoureux aussi rapidement et que leur amour est tellement. Ça, je dis pas, c'est juste les passages, ils me touchent pas. On sent que le petit cœur de pierre de Zef, il a fondu, là. Tu vois, il a ressenti au plus profond de lui-même. Ah non, mais moi, clairement, mon cœur, il fond avec le bûcher de Suzanne. Hein, c'est non, mais alors que Juliette, voilà. Ouais, il a fait une grimace, vous l'avez pas vu, il a fait une grimace. non, mais c'est vraiment là, c'est l'amour un peu. En vrai, quand tu lis cette histoire, tu sais déjà qu'elle se termine mal. Parce que Roland, il le vit mal dès le début quand il va la raconter. C'est dès le tome 1. Et du coup, je trouve que pour moi, c'est un effet incroyable de putain, quand est-ce que ça va merder, quoi. Et en plus, tout montre que ça peut merder et c'est pas comme ça que ça merde. C'est ça qui est encore ouf, quoi. Tu vois, il montre que l'amour est impossible, que du coup, ils vont peut-être se faire voir par Thorin et que du coup, ça va merder encore plus. Et en fait, c'est pas ça. C'est autre chose qui apparaît encore. Et du coup, pour moi, t'es sur la tangente de il devrait pas, mais j'ai envie quand même qu'il scanne là tout de suite. Oh là là. Et je trouve que moi, ça marche de ouf. Je pense que de tous les auto-spoils de King, et ce fut la dernière fois qu'elle le vit en vie ou tous ces trucs-là, c'est le plus long parce que ça fait plus de 1000 pages qu'on sait qu'elle va mourir atrocement et on sait toujours pas comment. Là, on sent le truc un peu venir, mais on sait pas comment en fait elle meurt. Ouais, et on commence à voir à quel moment, évidemment, qu'elle va venir dans les semaines qui viennent et que cette histoire de moisson, de fête, il y a un truc qui va déraper, mais on sait pas forcément en effet comment. Ouais, c'est ouf parce que en vrai, et c'est ça qui est bien avec ce bouquin, mais qu'on voit pas trop. Pardon, je lâche ma carte magique là. Mais non, mais c'est trop bien, c'est que quand tu lis le bouquin au début, quand tu lis ce passage, tout le début du passage où Hildebrand rencontre Suzanne, machin et tout, c'est un truc que t'as presque pas envie de lire. Parce que t'as envie de Roland et du Cathette et de Eddie et de Eddie et de Eddie et de Eddie encore, quoi. Mais du coup, tu te rends pas compte que l'histoire, tu sais que l'histoire implicitement elle va mal se terminer parce que Roland commence ça en disant je vais raconter comment ça va merder et en fait tu le sais en plus sans le savoir que c'est cette rencontre là qui va merder, c'est cet amour là qui va merder, mais tu le sens pas trop en fait. Et c'est plus tu avances avec eux en disant ok c'est merdique leur histoire d'amour, Roland fais pas ça s'il te plaît, non l'embrasse pas, casse-toi, fais ta vie normalement. Et en fait je sais pas, il y a un effet je sais pas comment expliquer. Moi, je ressens ce que Roland ressent là, en fait. J'ai envie d'elle, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie de juste ça, j'ai envie de m'oublier dans ses bras et plus de penser à ma quête, plus penser à mon père, plus penser au pistolero, juste vivre avec elle ici avec les chevaux et puis ce sera parfait, c'est la vie que je veux. Et ce truc qui le retient de non, je dois faire quand même les choses parce que c'est dangereux, il y a un truc qui se passe ici et ça va merder et je sais pas, il y a un truc qui voilà. Mais tu vois, sur le truc où tu dis qu'on a envie de retrouver Roland quand on est au début de ça, que du coup on accroche peut-être un peu moins à la rencontre de Suzanne, Roland et tout, le truc aussi qu'il y a, c'est... Là, on est au 4e tome de La Tour Sombre. Les 2 premiers tomes, c'est de la préparation. On a un 3e tome qui est full aventure. On se dit, ok, l'aventure est partie. On arrive avec le 4e, c'est un flashback. Et là, sérieux, on est à combien de pages ? On est, je crois, à 350 pages. 350, ouais. Et là, ça fait 350 pages où c'est de la préparation. Et moi, c'est là où je me dis, l'histoire, elle est cool, mais c'est de la préparation, tu vois, juste avancer. C'est même pas de la préparation, c'est de l'explication. Moins oui, que mais ça, c'est de la préparation. Il y a pas. Moins que ça. C'est page 159 que ça commence. Les 150 premières pages, c'est encore Blade. Oui, bon, il y a 200 pages, quoi, tu vois, mais on se retrouve comme avec de la préparation. Oui, complètement. Mais c'est trop bien. Donc, en ville, les 2 autres garçons croisent et saluent le shérif et ses adjoints. Ils ont passé la matinée à compter les filets sur la jetée et on comprend dans l'échange d'Evry avec un adjoint qu'il a évidemment toujours à l'œil les garçons. Il a calmé le jeu un temps, mais il sait que ça ne durera pas, sauf qu'il ne sait pas trop quoi faire d'eux. De leur côté, de retour au barcal, les 2 garçons sont épuisés. Ils triment pendant que Roland ne branle rien, ou joue l'aspect politique en tout cas. Parce que, en réalité, il fait pas rien, il observe, et c'est aussi son rôle d'observer. C'est quand même la même dynamique que Jonas et les chasseurs. Ils guettent le retour de Roland, gêné par le bruit de la tramée, mais aussi bercé par celui du roulement des pigeons. Et quand Roland arrive, un pigeon portant un message codé se pose sur son épaule. Alain a toujours du mal à déchiffrer le code, même s'il n'est pas compliqué. Lui, son talent, c'est le touch.
Qu'est-ce qu'il y a ? Shining en français. Oui, moi j'ai mis le touch. Le message dit « Farson se déplace vers l'est. Il a divisé ses forces en 2 armées, l'une grande, l'autre petite. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Alors des choses inhabituelles, ils en ont vu plein, sans même que les gens d'ici sachent même qu'ils les ont vues. C'est-à-dire le nombre de chevaux, le nombre de bœufs et tout. Ici, d'autres choses que ce qu'on a déjà vu un peu avant. Mais pour eux, il n'y a pas que ça. Il en faut plus pour intéresser Farson. Donc il faut être patient. Ils écrivent en retour qu'ils ont bien reçu le message. Et c'est tout. C'est quand même fort parce que Roland l'a fait autant d'erreurs que c'est super intelligent de bah non, en fait, tout ce qu'on a, c'est ok, ils ont mal compté, on va pas dire ça tout de suite parce que ça pourrait alerter quelque chose. Il y a quelque chose d'autre qui arrive et il faut trouver ce quelque chose. Il faut creuser. Il va falloir creuser avant d'avoir une vraie alerte quelque part à remonter. Et je trouve ça fort parce que t'as envie. Alors, ça va devenir son problème plus tard à Roland de pas avoir prévenu plus tôt, mais t'as un peu cet effet de non, c'est pas assez. Il faut leur prévenir quand il y a un truc bien, alors qu'en vrai, il pourrait très bien envoyer le message. Commençons à trouver des trucs bizarres, mais on vous tient au courant, tu vois. Oui, et c'est là où. En fait, à la fin de ce passage-là, on a le fait que Roland, il est rêveur et que, en fait, sans même qu'il s'en rende compte, et il y a que Alain qui aurait pu faire ça et pas Cuthbert. Alain, il a récupéré sur son épaule un long cheveu blond. Et en fait, il y a un échange silencieux entre Cuthbert et Alain, un peu en mode... il est un peu rêveur, on se rend compte qu'il est un peu, pas à côté de la plaque, mais qu'il y a un autre truc qu'il travaille. Ils le connaissent très bien, Roland. Et Roland, il a pas une poker face. Enfin, je pense que ça se sent quand il a quelque chose qui est... sur le cœur en tout cas, et c'est là où la question se pose, où elle se reposera un peu après aussi, des motivations de Roland dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que à un moment donné, je sais plus si c'est dans ce chapitre-là ou dans celui d'après, on sait que Alain, on nous dit, genre pour la première fois de sa vie entière, il doutait de Roland, et tu te dis, du haut de ses 14 ans, il a jamais douté de son meilleur ami, et là, pour la première fois, il doute. Et il doute parce que, moi, sincèrement, je sais pas si la décision de Roland, je doute pas une seule seconde qu'il y a une partie de lui qui sait qu'il faut attendre, qu'il faut voir qu'il y a des choses qui se passent, mais il y a aussi un côté de, en fait, si j'envoie un message à mon père en disant, il y a des choses cheloues qui se trament ici, tout le monde va répliquer, ça va être la fin des vacances et ça va être la fin de mon amour d'été. Et en fait, dans quelle mesure c'est pas aussi une façon de prolonger un peu le temps qui passe avec Suzanne. Oui, mais du coup, c'est pas complètement ce truc que vous disiez de, oui, ils sont hyper prudents, ils vont finir d'investiguer. Il y a pas, je pense que de la part de Roland, il y a pas que le truc de on va investiguer, quoi. Oui, non, c'est pour ça que je dis ça va le desservir plus tard d'avoir fait ça. Mais oui, effectivement, il y a ce côté. Après, tu peux te dire, ils vont mettre plus de 2 semaines à arriver, mec. Hein. Parce que oui, le temps de route, il est long. Et en fait, c'est ça qui est un peu bizarre sur... tu vois. Et moi, je voudrais revenir sur un autre élément de la quasi-fin de ce chapitre, où en fait, King écrit à un moment, à propos de Roland, en VF, le traducteur a mis... Il s'installa sur la dernière marche, le regard perdu vers la rougeur du couchant. En VO, j'ai recherché, c'est « He sat down on the top step and looked off towards the evening grandness in the west ». Et là, il y a une rêve subtile. Alors pour les francophones, qui à mon avis est un peu compliqué à avoir, mais qui sert de mauvais présage et qui est pas du tout une rêve anodine, en fait, « The evening grandness in the west », c'est l'autre nom de Blood Meridian, donc Méridien de sang dans la VF, un roman de Cormac McCarthy que King a lu. Ça, on sait qu'il l'a lu parce qu'il en parle dans Écriture, mémoire d'un métier. Et en fait, c'est non seulement un hommage de King à un auteur qu'il admire, et ça, il le fait beaucoup. C'est pas la première fois qu'il le fait, notamment dans La Tour sombre, parce qu'il l'a fait avec Richard Adams qui a fait, ou Richard Anderson, je sais plus, celui qui a fait Shardik, tout ça. Il y a plein de choses comme ça qu'il arrive à glisser un peu du folklore littéraire américain. Et surtout, en fait, ce roman de Cormac McCarthy, il annonce un bain de sang, en tout cas le fait qu'il soit placé là, parce que Blood Meridian, c'est un western épique, mais surtout, c'est un roman historique très violent qui s'inspire de faits réels sur des hors-la-loi sanguinaires, au moment justement où les Américains ont débarqué et ont déglingué tous les natifs américains. Et en plus, à ce moment-là, c'est d'autant plus un mauvais présage que quelques lignes plus loin, Roland tourne le dos à ses amis et c'est littéralement la dernière phrase du chapitre qui dit « Devant le soleil mourant ». Et là, on a un petit enchaînement de... D'accord. Les gars, ça pue, bain de sang is on the way. Ah, stylé. Tous aux abris, quoi. Stylé. C'est une belle ref à trouver, hein, putain. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille en regardant ça ? C'est Kingslinger, s'ils avaient la ref. Ah, ok.
Mais parce qu'en fait, en VO, quand tu connais le deuxième titre du roman, je pense qu'en VO, ça te tilte, et en VF, tu l'as pas. Parce qu'en VF, c'est pas... Tu peux pas parler méridien de sang pour dire Roland, il regarde le soleil couchant, tu vois. Oui, le traducteur, il connaît pas la ref, quoi, à la limite. Non, et surtout que le titre en anglais, il y a 2 titres en anglais, donc peut-être qu'il l'avait, mais avec le titre le plus grand qui est Blood Meridian, ou Meridian Blood, mais pas avec Evening, machin. Oui, tout simplement. Mais peut-être qu'il l'ajuste pas et qu'il traduit mot à mot, et en fait, c'est dommage, parce qu'on rate quand même une ref quand même incroyable à voir, quoi. Et donc, chapitre 8, sous la lune du colporteur. À 600 km à l'est de Mégis, Roy de Pape arrive à la toute petite ville de mineurs dénommée Rizzi. Elle est constituée d'un magasin général, une prison et 6 saloons sordides. Notons quand même que Rizzi signifie luxueux, classe, et c'est un peu tout sauf ça. Mais peut-être qu'elle l'était avant parce qu'on sait que les mondes ont changé. Bien sûr. Comme un peu... Nous, on a beaucoup de villes et de villages en France. Moi, à côté de là où j'ai grandi, il y a Ancy-le-Franc et Ancy-le-Libre. Et Ancy, c'était des noms de famille. Et donc, du coup, Ancy-le-Franc, c'est là où Ancy, vu qu'il était franc, il a bâti une communauté. Et Ancy, celui qui était libre, il a bâti une autre communauté. Il y a plein de choses qui viennent... des noms de villes et villages qui viennent comme ça de noms des personnes qui sont installées là, quoi. Fou. Donc, De Pape s'est fait tatouer son cercueil non loin, au nord de cette ville, à une époque où le temps était différent. Plus mou. Justement, c'est là où il le dit. Ah oui, plus mou, effectivement. Je l'ai surligné en plus. Le temps était plus mou. Et moi, je me dis, pourquoi le temps était plus mou avant ? Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que il est plus mou du temps de Roland, quand on l'a au début, dans le futur, en fait, où les choses se dérèglent un petit peu, où ça se ralentit. Mais dans le futur, on a les briseurs de rayons qui sont en train de tout péter. Là où peut-être que on pourrait dire que dans son passé, peut-être qu'il y a une amélioration de la situation. Les briseurs de rayons vont casser ça, vont faire que le temps, le monde s'étire un petit peu, n'est plus... Mais là, déjà. Oui, parce que le tremblement, pour moi, je crois que Suzanne, elle explique, ou je sais plus qui explique à qui, que Verrou Canyon, c'est une faille qui s'est créée avec un tremblement de terre. Pour moi, c'est pas un tremblement de terre, c'est un tremblement de rayons. Oui, c'est une tramée qui s'est ouverte. Parce que les briseurs sont déjà à l'œuvre à ce moment-là, pour moi. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les briseurs soient déjà à l'œuvre là. Mais on sait que le temps change, enfin que tout a changé depuis longtemps, en fait, que ça prend du temps en fait. Mais peut-être que si en fait ils sont déjà. Mais le temps change, il change pour quelle autre raison que la tour est mise à mal. Si les temps changent et ils déraillent, c'est parce que il y a des gens qui en veulent à la tour, tu vois. Mais effectivement, du coup, plus mou, il s'étire plus, il prend plus de temps. Enfin, les jours prennent plus de temps ou les années s'étirent un peu, quoi. Mais du coup, je comprends mieux, d'accord. Parce que moi, j'avais noté, effectivement, l'idée, c'est une idée de perdre du temps dans le sens, perdre même l'idée du temps qui passe, dans le sens, je sais même pas combien de temps il est passé. Là, c'est bizarre parce que sur une durée courte, ils arrivent à dire, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois. Ouais. Mais au-delà, il y a un truc de, ça fait 1 an, 2 ans, on sait plus, et du coup, même l'idée de compter son âge est impossible, et je trouve ça assez fort, en fait, comme idée. Si demain on n'a plus on l'a déjà dit, mais si demain on n'a plus de repères temporels, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui déconnent dans notre vie. Déjà les gens sont en retard et ça c'est horrible, mais en plus c'est. Mais les ordinateurs, tu vois, c'était le bug de l'an 2000, de se dire, c'est littéralement ça. Donc De Pape, il a mal à la main et il est évidemment toujours hyper vénère et il compte bien se venger. Les 3 garçons tout frais qu'ils sont se sont forcément fait remarquer sur leur route jusqu'à Mégis, et c'est bien pour ça qu'il est là. Il a d'ailleurs obtenu de belles infos sur eux, qui lui viennent d'un vieux saligo qu'il a croisé dans un saloon, et qu'il a entendu parler de 3 jeunes seigneurs croisés il y a 2 mois de ça. Sur ce passage-là, on apprend un petit truc que je trouvais intéressant sur le monde, c'est que... alors, soit les chasseurs de cercueils, c'est une vraie confrérie, c'est pas que ces 3-là, soit c'est le fait d'être des bandits, ils se tatouent tous un truc sur la main. Alors, je sais pas dans quel sens le prendre, mais ils ont un signe distinctif, tous ensemble, on dit on est des bandits. Et regardez, on est des bandits. Oui, et en plus, on sait que quand il était au saloon, celui de De Pape, il bougeait. Non, pas de De Pape, de Jonas, il a bougé. Il a bougé. On n'a pas eu ça la dernière fois ? Qu'est-ce qui a bougé ? Le cercueil, son tatouage. Non. Je sais pas souvenir de ça, mais... Bon, j'ai peut-être halluciné. Non, ça me dit rien, ça, par contre. Ouais, je sais pas, je me souviens. Mais oui, effectivement, j'avais noté à dire qu'il y a plusieurs types de gangs qui existent, parce que chaque gang doit avoir un truc tatoué pour dire qu'il est dans un gang. C'est vraiment un truc de Mexicain, tu sais. C'est ça. C'est vraiment un gang mexicain. Ils portent leur couleur. Moi, je trouve ça stylé.
Et effectivement, on lui offre un soda à la salse pareil. Comme les Schtroumpfs. Comme les Schtroumpfs. Après, ça existe vraiment la salse pareil, mais les Schtroumpfs, ils mangent de la salse pareil. Oui, c'est une plante, et c'est une boisson populaire au X siècle. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était avant les Schtroumpfs et d'avoir cherché après. Là, j'ai cherché pour l'heure, et en fait, c'est une racine, à la base de racines de sucre, de miel et d'eau. Et du coup, t'as cherché salse pareil, et ça t'a pas remonté les Schtroumpfs? Ah, pas du tout. Oh, merde, on est vieux. Non, pour une fois qu'on a une rêve que t'as pas. Voilà. On a les Schtroumpfs en commun. On a les Schtroumpfs en commun. J'irais dire ça. Est-ce que t'as les Snorkies aussi, puisqu'on parle de petites créatures? Bien sûr, bah oui. Ah, vous avez les Snorkies, très bien. Donc, de pape est formel. Le vieux est formel. Un des trois est un descendant de l'aîné. Les traits de son visage trahissent la ressemblance. Le vieux drogué à l'herbe du diable se fait jeter du saloon parce que personne ne le croit, mais deux papes lui tombent dessus et lui soutient des infos par la force. L'un des trois garçons avait des armes de pistolero. Et ça excite deux papes parce que, comme l'a dit Jonas, ils se sont comportés comme des pistoleros. Pas par la force, hein. Il le sort en le tirant par le col, quand même. Non, il lui promet de l'argent. Il dit, je te donnerai de la thune. Il dit, de quelle couleur la thune et tout, machin. Et à la fin, il le tue. Ah oui, par la force, oui, enfin, c'est une forme de force. Oui, il le bribe pour dire, vas-y, parle-moi, quoi. Et c'est pas... Ah oui, je parle par la force. Dis-moi ce que tu sais, c'est le... Tu vois... Non, pas physique. Persuade... Ouais. Oui, il le persuade. J'aime bien cette idée de... Enfin, c'est une vraie scène de westerns, hein, pour le coup. Hein, ça marche vraiment ça. Et enfin, là, dans mon bouquin, le mien, j'ai une... Dans mon bouquin, le mien, parce que c'est pas celui du voisin, il y a la référence du... trois qu'ils étaient, dit-il, des gars bien nés. Et le gars, il dit, des gars ou des seigneurs? Lesquels, papa? Et en fait, en français, ça n'a pas de sens, mais effectivement, en français, c'est lads or lord. Et en fait, il dit, avec l'accent, ça peut passer. Ça passe pour dire, est-ce que c'est des lads ou est-ce que c'est des lords? Et du coup, pour ça qu'il lui demande des gars, lads ou des seigneurs. Yeah, lords. Je trouve ça trop bien comme petite précision. C'est exact ça que j'attends d'un traducteur. Creuse Santal... je trouve ça stylé. Il se fait griller tout de suite. Non, mais c'est trop bien, les crosses de Santal. C'est surtout la légende de ça, quoi. Tu sais. Ceux qui ont ça, c'est vraiment des pistoleros, quoi. Putain, ça le doute pas du tout, quoi, tu vois. Et on revient à ça, j'adore ça. Attends, je suis en train de chercher la référence du tatouage. Je l'ai quelque part, bon, je verrai après. Sur le téléphone, ça ne veut pas. Oui, et d'ailleurs, sur cette histoire de bien-né, notons quand même que Dearborn, ça veut dire cher-né, donc bien-né. C'est littéralement le nom de Will Dearborn, le bien-né. Ça s'écrit comme ça? Dearborn, c'est cher-né. Oui, c'est ça, oui, pardon, j'avais pas cité. Il est bien-né, ouais. Ça marche bien. Et donc, avant que deux papes ne le tuent, lui faisant sans doute une faveur, mais c'est quand même pas très cool, le vieux indique à deux papes duquel des trois il s'agit, même si les deux autres semblent être, en effet, bien-nés aussi. Ouais. Alors qu'il s'apprête à repartir pour Mégis, deux papes voient ce que nous on se dit être le pigeon voyageur du chapitre précédent. Mais on nous le dit pas dans le texte, mais on se doute un petit peu. Et il ne réussit pas à l'abattre pour le manger. Alors il rentre, bien décidé à ce que ce jeune pistolero meure. J'avais ce que je me suis noté. Tout le monde n'est pas un pistolero pour savoir tirer sur un pigeon. Bah ouais, c'est pas pour rien qu'il n'en est pas un. Est-ce que il y a que Jonas qui a échoué son épreuve de pistolero et il a trouvé ces gars-là où tous les trois ont échoué leur épreuve? Jonas, on est sûr qu'il l'a tenté, qu'il a échoué. Parce qu'on a eu Cort et tout ça, mais enfin le père de Cort. Le père de Cort. Mais non, je pense pas forcément que ce soit tous des moi, j'aurais dit qu'il y avait que Jonas. Je me demande s'ils en parlent pas à un moment, mais pour moi, il y a que Jonas qui évoque son départ vers l'ouest. Oui, c'est ça. Après, on aura peut-être d'autres indices après, en effet. 3 jours après le départ de deux papes de Rizzi, les jeunes pistoleros ont enfin arrêté de faire du surplace et explorent le nord-ouest de Mégis, et y trouvent la roche suspendue. Un genre de falaise, en gros. Tu lèves ton doigt ou pas? Oui, mais j'attends que tu avances un tout petit peu, c'est ce passage d'après, vraiment. Parce qu'après, je vais avoir trop avancé, alors. Je peux lire maintenant, celui-là. Mais du coup, j'aime bien le Roland qui parle de son plan en disant « Ah, il y a peut-être qu'à ça, et en fait, c'est peut-être des mecs qui me font ça. » Bon, bah finalement, c'est le cas qui tranchera, on sait pas. Et j'aime bien un paragraphe entier sur comment ça peut se passer en disant « Moi, mais c'est le cas qui va décider. » Mais putain, pourquoi tu parles? C'est trop drôle.
J'ai retrouvé épisode 23. Pardon, je reviens sur l'histoire du tatouage de Jonas qui bouge sur sa main dans le chapitre 4, au moment où ils sont en train de jouer aux cartes, justement au repos des voyageurs. Moi, j'avais bien noté. Coraline Thorin, petite sœur du maire, du genre mauvaise graine, à sa table attitrée, et à la place, il y a installé Eldred Jonas, qui joue à la patience, un jeu de cartes, et dont le tatouage de cercueil sur la main s'anime quand il retourne une carte. Oui, moi, ça, j'ai bien en tête que... Il s'anime parce qu'il tourne il s'anime parce qu'il bouge la main. Oui, il bouge la main. Non, mais d'accord. À ce compte-là, il a les 5 doigts qui s'animent aussi. On n'a pas besoin de détailler. Et du coup, t'as un dessin qui bouge. C'est pour faire le focus sur le dessin, c'est vraiment pour... T'as un dessin animé. Moi, je l'ai pas du tout compris comme ça. Justement, pour moi, un dessin animé, en fait, que tu bouges ta main ou pas, le dessin, il est animé. C'est ça, tu vois. C'est pas le support du dessin. Moi, je l'ai pas compris comme ça. Le truc est pas clair. Sémantiquement, le dessin est animé parce que le support bouge. Oui, sur la première méthode du dessin, on est d'accord. Voilà. Mais en fait, moi, quand tu me dis le tatouage du cercueil sur la main s'anime, je me dis pas, c'est parce que sa main, elle bouge. On est dans un monde où il y a de la magie. Il y a 2 épisodes avant, on était avec une sorcière qui allume le feu en claquant des doigts. Tu dis évidemment que son tatouage bouge. Non, mais t'as complètement raison de penser comme ça. Je pense qu'on est resté pragmatique là-dessus, effectivement. Putain, pour une fois que j'étais pas trop premier degré. Flûte. Alain et Cuthbert sont presque méfiants vis-à-vis de Roland depuis plusieurs semaines, entre son air rêveur et le cheveu retrouvé sur son épaule, mais Roland semble enfin redevenu lui-même et pas de nouveaux cheveux depuis la dernière fois. Pour combien de temps ? Seul le cas le dira. Le vent leur porte le son de Verrou Canyon et ils décident d'aller voir la tramée de plus près. Mais l'accès est bloqué par les branchages dont Suzanne avait parlé il y a plusieurs épisodes déjà, et elle ne voit rien au fond du canyon. Et là, c'est là où moi je m'étais noté, notons qu'on sait que la faille elle a été ouverte par un tremblement de terre, mais pour moi c'était plus probablement un tremblement de rayon. Je suis pas sûre que les tremblements de terre existent, que la tectonique des plaques de l'entre-deux-mondes elle soit la même que chez nous, et que je pense qu'elle dépend un peu plus de l'état de la tour, mais ça reste à prouver. Ouais, les deux sont possibles, mon capitaine. Donc ils attendent que le soleil se couche, la lune du colporteur, je cite, avec un plein ballot d'âmes couinantes, se lève. Et là, j'en appelle à l'épisode du roi Steven qui sortira peut-être un jour sur Bazar, le 3e épisode qu'on a consacré à Bazar, sur cette histoire de colporteur qui a un plein ballot d'âmes couinantes, où il y a une théorie qui a été faite, nous, par Dead Hunter sur Discord, sur le lien qu'il y a entre le Lone Gaunt avec sa valise d'âme et le colporteur, en fait. De dire c'est probablement un des démons de la mythologie de la Tour Sombre et pas une des versions de Randall Flagg. On était tous assez d'accord à la fin, de toute façon, pour dire que le Lone Gaunt dans Bazar n'est pas Randall Flagg. Clairement. Le fond du canyon est normal, jusqu'à un coude dont le fond est tapissé d'une brume presque crémeuse, qui leur apparaît argentée, mais qui est en réalité vert clair. Et c'est intéressant qu'elle soit verte, parce que vert, chez King, je sais plus si on en a déjà parlé, ou si on en reparlera plus tard, quand tu auras les premières occurrences de vert chez lui, mais Tommy Knockers, c'est full vert. Tout ce qui vient un peu... tous les trucs qui sont... Alors, il n'y a pas vraiment de vert dans le fléau ou dans Brume. Les Tommy Knockers, c'est quand même un peu full vert en termes de couleur, et je sais que le vert revient un peu plus tard dans le cycle, notamment tome 6-7. Ok. Bon, on en reparlera à ce moment-là. Un bras de brume attrape un oiseau qui la survolait d'un peu trop près. L'oiseau disparaît dans un petit éclair de lumière verte. Alors que Roland combat des voix intérieures, la sienne mais aussi celle de gens qu'il connaît, lui disant de plonger dans la tramée, il attrape Alain qui s'en approche un peu dangereusement. Moi je me dis qu'en fait, des trois, c'est celui qui a l'air le plus sensible aux voix de la tramée, et c'est peut-être le touch qui fait qu'il y est plus sensible et plus réceptif. Et notons quand même au passage que Roland au cas où, pragmatique et Jean-Michel Prévention, il prend une note mentale de toutes les échappatoires du canyon. On sait jamais. Normal. C'est Jason Bourne, le mec. Moi, j'ai noté que du coup, ça me rappelle vachement les loups de la Cala avec le portail. Avec le puits qui appelle les gens, qui parlent aux gens pour dire jette-toi dedans, viens mourir avec nous et tout, c'est trop bien. Et en fait, je serais pas étonné en fait que il y ait des à cet endroit dans la roue de la Cala, dans les loups de la Cala, pas des roues de la Cala. Les loups de la Cala, il y a une tramée en fait. Et en fait, les Mani auraient trouvé un moyen d'utiliser, parce qu'on sait qu'on voyage avec la tramée, parce que ça ouvre justement les trams entre les mondes. Que les Mani auraient trouvé un moyen d'ouvrir des portes avec cette tramée pour voyager vers les mondes en fait. Bah, c'est peut-être ça qu'ils ont fait dans le portail, mais il faut avoir peut-être une boule en sa possession pour pouvoir débloquer, activer ça. Ce qu'ils avaient quand ils ont voyagé dans le portail. Exactement. Et ce que je dis donc, c'est que, à mon sens, dans le tome de Loup de la Cala, c'est une tramée qui a sous la surface, dans la grotte en fait. Donc sur le retour, ils discutent. Ils doivent changer de stratégie. Jouer aux idiots ne marchera pas longtemps, surtout quand ils commenceront à compter les chevaux. Il y en a trop, c'est trop évident.
Mais pour Roland, il ne s'agit pas que de chevaux, il y a plus gros qui se joue. Alors il faut continuer pour le moment. De retour au Barca, le pigeon les attend. Légèrement déplumé, nous on se doute que c'est la balle de deux papes qui l'a frôlé de trop près. Quelle surprise. On connaît pas la teneur du message, mais on sait que cela implique de revoir Suzanne, ce qui rend Roland heureux. Et c'est la fin. Oui. La prochaine fois, donc pour l'épisode du 19 février, on lira les chapitres 9, 10 et l'interlude. Le premier interlude, je pensais qu'il y avait des interludes qui arrivaient plus tôt, et après, en même temps, comme tu disais, Zef, il y a de toute façon 150 pages déjà avant qu'on arrive dans ce récit-là, dans ce flashback-là, donc c'est plus tard. Pardon, tu disais, je vais me le noter, parce que chaque fois, je suis en doute. Je note du coup. C'est 9, 10, c'est ça, seulement ? Et interlude. Et dans le Discord, un message épinglé, il y a tout le planning de lecture jusqu'à août. Discord, si c'est vous quoi ? le cherchez. Oh, ça va. Ok. Et interlude, c'est pas noté dans le sommaire, c'est marrant. Ah ouais ? Ah, moi, je l'ai dans le sommaire. Sur l'e-book, en fait. J'ai Sigo, Ah ouais, sur les books, tu l'as. Oiseau et ours, lièvre et poisson, et c'est tout. Et après, je passe à Suzanne. À Moisson Vienne. Oiseau et ours, lièvre et poisson, c'est 443. chapitre 10. Ouais, c'est ça. 43. Et putain, pourtant, interlude, moi, ça prend une page entière, la page de chapitre. Interlude, Kansas, quelques où, quelques quand. Il a un titre en plus, l'interlude. Ouais, je l'ai là, mais je l'ai pas dans le sommaire, juste. C'est marrant. Ouais, c'est 2 pages et demie. Mais je me souvenais qu'on faisait des petits retours à la réalité. Enfin, au présent, entre guillemets. On aura fait la moitié, hein. Quasi. Ouais, on aura passé la moitié à ce moment-là. 847. Ouais. Je peux rappeler le planning de lecture. Je sais qu'il y a des gens qui nous demandent souvent ce qu'on lit ou pas. Pour résumer, grosso modo, ce qui est prévu pour l'instant, c'est épisode de février. On finit la partie 2. Parce qu'après, là, c'est vraiment fin de la partie 2. Donc, chapitre 9, 10 et interlude. Pour le mois de mars, on fait les chapitres 1 à 4, compris de la partie 3. Pour le mois d'avril, on fait les chapitres 5 à 7. Pour le mois de mai, on fait les chapitres 8 à 9. Pour le mois de juin, on fait le chapitre 10. En juillet, c'est la partie 4 et la fin. Et donc, en août, si tout va bien, on verra d'ici là, on a le live débrief, tout ça. Putain, août. Et donc, on attaquera la rentrée avec un nouveau tome. Oh la vache. Tellement bien. On a le temps, hein. Encore un petit peu, on a encore de quoi voir venir. Il va s'en passer des choses d'ici là. C'est en fait en un an. Là, on a commencé quand, celui-là ? Je sais plus. On a commencé Magie et Cristal avec l'épisode 21 qui est sorti en septembre 2024. On aura fait quasi un an sur ce bouquin, quoi. On a refait un an dessus, ouais. Putain, c'est ouf. Ouais. Et le prochain, du coup, je pense que ça va être pareil. Hein. Ouais, est-ce que les autres, ils peuvent être plus courts, en effet? Putain, le 7, on va faire 2 ans dessus. Le 7, on n'est pas sorti de l'auberge, mais... non, mais le 7 doit faire 900 pages. Il fait comme Magie et Cristal, en fait. Il est un peu plus court que Magie et Cristal, ouais. Ouais, ok, 1000 pages. Pour moi, Ouais, il est plus c'est gros. un peu long, ouais. Ouais. Si on s'en tient juste au nombre de pages, il a 2 épisodes en plus, 2 ou 3 épisodes en plus. Ouais. Rien que le nombre de pages, après, ça dépend ce qu'on aura à dire dessus. Donc, ouais, le 7, je pense qu'à chaque chapitre, il y a beaucoup de choses à dire. Il est graphique. Il va y avoir des points concordance, hein. Parce qu'on va en résoudre des choses au chapitre 7. Oui, puis en plus, voilà, dans ce sens-là, en plus de ça, il y a beaucoup de choses à dire. Dans le sens, c'est graphique, il y a beaucoup de passages intéressants. Et on a beaucoup de choses à dire, nous aussi, là-dessus, je pense. Le 5 en e-book, il fait 850 pages, alors que celui-là, il faisait 900. Le 6, le 5 est costaud, ouais. Pour moi, le 6, c'est le plus petit, il fait que 531 pages. Ah, ça va. Le 7, il fait 900... Ouais, non, c'est le chant de Suzanna est plus court. Et la tour sombre, par contre, on est à 998. Ouais, putain. Soyez prêts. Moi, j'ai hâte des loups de la Cala. J'ai trop hâte. J'ai hâte de retrouver Jake dans Akalabren Sturgis. Ouais. J'ai hâte de... Déjà, j'ai hâte de retrouver le cathète, tu vois. J'ai envie de revoir Hot, j'ai envie de revoir Eddie. Il y a ça. Et en plus, j'ai envie de voir... Moi, je veux Hot qui fait sa petite révérence quand il arrive à aller à Akalabren Sturgis et Roland fait sa danse, tu vois. Ouais, t'as surtout... Oui, en plus, là, c'est vraiment des pistolets. C'est un vrai western, quoi. Il y a une vraie montée en puissance avant l'affrontement final et tout. Ça marche trop bien. Et ouais. Cala, viens. T'as pas hâte? Si. Je me rappelle de ce qu'il y a dans la Cala et en fait, j'ai hâte de Callan et de son histoire. Elle est incroyable, son histoire à Callan, je trouve. Et parce que moi, quand je l'ai lu, j'étais content de retrouver Callan parce que j'avais lu Salem il y a très longtemps. Et j'étais en mode, je me souviens de lui et tout.
tellement heureux de le retrouver que... Moi, je pense que ça fait un choc à tout le monde à l'époque. Hein. Ouais. Il a été vraiment le repêché du fin fond d'un de ses premiers romans. Oui, et dans l'adaptation, il pourra pas être aussi facilement repêché. Parce qu'il est mort. Parce que Salem a été adapté par Sony. Et je crois que c'est Sony. Et que du coup, les personnages de Salem, entre guillemets, ils appartiennent à une autre boîte de prod que celle qui accompagne Mac Flanagan. Et donc Flanagan, il a déjà dit, en fait, les gars, moi, il y a des libertés qui vont devoir être prises et je vais devoir jouer avec le multivers. Juste par des soucis de droit. Enfin, tu sais, comme quand... c'est pas à vous que je vais l'apprendre parce que vous avez sans doute mieux la ref que moi, mais pour une fois, j'ai un peu la ref de cette histoire de... je crois que c'est Spider-Man... Ouais. Qui a été repris par DC alors qu'en fait c'était un Marvel et qu'il a enfin je sais plus. Vas-y, explique alors. Non, mais c'est pas ça, en fait c'est la même chose, c'est Sony. C'est les boîtes de production, c'est ouais. Sony a Spider-Man, Marvel et Disney maintenant ont tout le reste de Marvel vu ils les ont rachetés et ils font vaguement des crossovers, ils ont autorisé à ce que Spider-Man arrive dans les films Marvel. Et par contre, Sony continue à produire ses bouses qui sont tout autour de l'univers de Spider-Man, genre Venom, Kraven le Hunter, Madame Web, mais sans Spider-Man dedans. Parce que justement, Disney a dit on le récupère. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est l'ouverture que ça fait sur là ce qu'on dit entre Callahan qui détient, Sony qui détient Callahan et je sais pas qui produit d'ailleurs le truc de Matt Flanagan. Mais du coup, il y a quand même des ponts qui peuvent être faits si besoin, quoi. Ouais, ça coûtera des sous en plus, quoi. Généralement. Flanagan, il a des droits sur des personnages. Il disait, Flanagan, il a fait Dr. Sleep, donc il a des droits sur des personnages qui sont issus de l'univers de Shining, dans l'idée. Ouais, il a Jessie, là il va voir Carrie. On va voir, et puis il peut avoir d'autres trucs qui n'ont pas déjà été adaptés, en tout cas pas aussi récemment, parce que rappelons-le, il y a un Salem qui est sorti l'an dernier. Donc autrement, il y aura un prêtre, il s'appellera Callaghan. Non, mais en vrai, ce serait marrant de voir Carrie ou tu vois à la place de Callahan. Ou Rose. Ce serait drôle de dire, en vrai, ça marche aussi bien. Hein. Surtout que Carrie, elle meurt par ses pouvoirs, donc elle peut très bien ne pas mourir vraiment et en fait se retrouver à la Calla. Je dis Carrie parce que je sais pas, mais ça pourrait être Jessie, ça marche aussi bien, tu vois. Il y a un truc de Jessie, c'est peut-être moins lié au vampire et la tour, mais faut que si. En fait, après Jessie, elle a une vision, elle a une connexion avec Rose Madder à l'autre bout. Quand tu vois, il y a ce truc aussi où, avec Dolores. Avec Dolores Claiborne, pardon. Ouais, ou aussi avec l'Eclipse, tu vois. Donc elle a des trucs chelous aussi à raconter. Oui, complètement. Et en effet, tu vois, je regardais, Salem, c'est 1975, Les Loups de la Cala, c'est 2003. Donc pour les personnes qui ont lu dans l'ordre, ça fait un choc quasiment 30 ans après. Ouais. 30 ans, c'est plus d'une génération, hein. 28 ans... attends, Callahan en clodo mystique qui traverse les autoroutes... Non, mais cette histoire de gars qui trouve sous le pont Saint-Georges, je sais pas quoi, George Washington, je m'écoute, je sais pas quoi, de trouver un passage à travers le multivers, c'est trop bien. C'est trop bien. Et surtout un Callahan qui tombe amoureux, et qui par amour essaie de chasser le vampire. C'est trop cool, quoi. Putain, c'est comment, c'est à quel point c'est Roméo et Juliette, ça. Je tue les vampires par amour, quoi. Non. Du coup, tout ça sera pour la fin d'année. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer pour le 19 février, je le disais, les chapitres 9, 10 et l'interlude de la partie 2. Pour discuter en avance de tout ça, si vous voulez, ou tout simplement pour discuter des choses dans lesquelles on est en ce moment, c'est-à-dire Meiji, Sambri, tout ça. N'hésitez pas à nous parler sur les réseaux sociaux et surtout à venir en parler sur Discord. C'est là où on échange le plus facilement, ou avec des commentaires là où vous écoutez ce podcast. Et on y répondra dans la partie commentaires en début de podcast. Messieurs, merci à nouveau pour ce nouvel épisode avec vous. Avec plaisir. Merci à toi. Et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Ok, bon si ça vous va, on peut clapper. 1, 2, 3. Non, j'ai rien entre les dents, Grand Poil. Non. Pardon. Okay. Du coup, ça me travaille, ça me déconcentre. Grand Poil, il m'a envoyé un message pour me dire que j'avais un truc entre les dents. Ah si.
Oui, c'est ça, c'est du pain aux céréales. Ok, c'est bon, merci. Merci. Parce que moi, depuis le début, j'étais là. Il y a un truc là. Il a vu que j'avais un truc entre les dents. C'est son œil de pistolero.